Clara n'aurait jamais pensé qu'un bal masqué pouvait changer une vie. La salle de bal du manoir des Wharton scintillait de 1000 bougies, se reflétant dans les miroirs dorés et les lustres de cristal. Derrière des colonnes sculptées, les musiciens jouaient une mélodie langoureuse au rythme de laquelle tourbillonnaient des couples masqués. Masques noirs, dorés, ornés de plumes et de perles. L'air embaumait les roses de la serre, les parfums français et la cire des précieuses bougies. Le parquet craquait sous les souliers des danseurs, la soie des robes bruissait. Les voix masculines résonnaient en sourdine, comme si le monde entier s'était transformé en scène de théâtre. Lady Clara Chelsea se tenait près d'une colonne au fond de la salle, tenant une coupe de limonade depuis longtemps tiédie. Sa robe couleur ivoire, taillée dans la plus fine mousseline, tombait en plis souples depuis sa taille haute, soulignée par un ruban de satin d'un or discret. Ses manches ballons étaient brodées de perles fines, et son décolleté laissait ses épaules nues. Une tenue modeste, mais élégante, comme il convenait à la fille non mariée d'un vicomte. Un masque de velours noir couvrait la partie supérieure de son visage, ne laissant voir que ses lèvres et son menton. Elle souriait, saluait de la tête les dames de sa connaissance, échangeait des amabilités, mais ressentait un étrange vide intérieur. Elle avait 22 ans, un âge où beaucoup de ses amis étaient déjà mariés ou fiancés. Clara, elle, restait célibataire, non par manque de prétendants. Simplement, aucun d'eux n'avait su allumer en elle la flamme décrite dans les romans. Ils étaient tous convenables, dignes, ennuyeux. Sa mère lui murmurait que l'amour était un luxe que seules les héroïnes de livres pouvaient s'offrir. Dans la vie réelle, le mariage reposait sur le respect, le statut et un calcul raisonnable. Son père hochait la tête en fumant sa pipe près de la cheminée. Et Clara se taisait, car il était inutile de débattre. Elle était une fille obéissante, bien élevée, convenable. Mais ce soir, quelque chose était différent. Peut-être était-ce à cause des masques, qui permettaient d'oublier qui l'on était vraiment. Peut-être à cause de la musique, qui semblait trop passionnée pour un bal anglais guindé. Ou peut-être parce que le printemps était arrivé tôt cette année, et que même à Londres, l'air sentait la fraîcheur et le changement. Lady Chelsea fit une voix familière à ses côtés. Clara se retourna et vit Sir Benjamin Fitzroy, un de ses admirateurs de longue date. Son masque était simple, noir, mais son costume était impeccable. Il s'inclina. « M'accorderiez-vous l'honneur de cette danse ?» Elle lui sourit poliment, mais avant qu'elle n'ait pu répondre, la musique changea. Une valse lente a coupé le souffle. Et c'est alors que, surgissant de nulle part, une silhouette vêtue d'un costume sombre apparut à côté d'elle. « Je vous demande pardon », dit une voix grave qui fit parcourir un frisson le long de l'échine de Clara. « Mais cette dame m'a promis cette danse. » Elle se retourna vivement. Devant elle se tenait un homme de haute taille, vêtu d'un frac noir impeccable, d'une chemise d'un blanc immaculé à jabot de dentelle et d'un gilet d'argent. Son masque, en cuir sombre bordé d'argent, dissimulait la majeure partie de son visage. On ne voyait que la ligne forte de sa mâchoire, des lèvres bien dessinées et des yeux perçants, si sombres qu'ils paraissaient noirs à la lueur vacillante des bougies. « Je... » commença Clara, mais Sir Benjamin avait déjà reculé en tout sautant, embarrassé. « Bien sûr, pardonnez-moi, » marmonna-t-il avant de se fondre dans la foule. L'inconnu lui tendit la main. Une bague ornée d'une pierre sombre brillait à son doigt. Clara se figea. Elle ne lui avait jamais promis cette danse. Plus encore, elle ne l'avait jamais vue. Mais quelque chose dans son regard, dans son sourire légèrement moqueur, fit s'emballer son cœur. « Je ne... » commença-t-elle. Mais il avait déjà pris sa main. Sa paume était chaude, assurée. Il la guida vers la piste de danse sans attendre son consentement. Clara aurait dû s'indigner, se dégager, se souvenir des convenances. Mais au lieu de cela, elle se laissa entraîner dans la danse. Sa main se posa sur sa taille et elle sentit la chaleur de sa paume à travers le fin tissu de sa robe. Ils commencèrent à bouger au rythme de la musique, fluides, synchronisés, comme s'ils avaient dansé ensemble toute leur vie.
La salle autour d'eux se mua en un kaléidoscope de lumières et de visages. Mais Clara ne voyait que lui. « Avez-vous toujours des manières si cavalières avec les dames que vous ne connaissez pas ?» demanda-t-elle, essayant de conserver son sang-froid. « Seulement avec celles qui se tiennent dans un coin et qui ont l'air de vouloir s'enfuir, » répondit-il. Une pointe de raillerie perçait dans sa voix. Clara releva le menton. « Je n'avais pas l'intention de m'enfuir. » « Vraiment ?» Il la fit tourner, et sa robe s'envola en un nuage léger. « Alors pourquoi vous cachez-vous derrière une colonne depuis le début de la soirée ?» Elle ouvrit la bouche pour protester, mais comprit qu'il avait raison. Gênée, elle détourna le regard. « Je n'aime pas les bals masqués », avoua-t-elle à voix basse. « Tout le monde prétend être quelqu'un d'autre. C'est malhonnête. Et ne portons-nous pas des masques tous les jours ? Ses doigts presserrent à peine sa paume. Sourire quand on est triste. Se taire quand on a envie de crier. Accepter quand notre âme se révolte. N'est-ce pas si pas là un bal masqué qui dure toute une vie ? Clara le regarda stupéfaite. Ces mots mettaient en lumière ce qu'elle avait caché au plus profond d'elle-même pendant des années. Elle avait toujours été la convenable Lady Clara, qui connaissait sa place, accomplissait son devoir et ne se plaignait jamais. Mais maintenant, en plongeant son regard dans les yeux sombres de l'inconnu, elle eut soudain envie de jeter ce masque. « Êtes-vous philosophe ?» demanda-t-elle avec une légère ironie pour dissimuler son trouble. « Non, simplement un homme qui est fatigué de faire semblant. » La musique ralentit, devenant encore plus langoureuse. Il l'attira un peu plus près, pas au point que cela paraisse inconvenant, mais suffisamment pour que Clara sente sa respiration s'accélérer. « Qui êtes-vous, murmura-t-elle. « Ce soir, je suis celui que je veux être, » répondit-il. « Et vous ?» Clara réfléchit. Qui était-elle ce soir? Pas la fille d'un vicomte, pas une fiancée potentielle sur le marché du mariage, pas une dame modèle soucieuse de sa réputation. Le masque lui offrait la liberté, au moins pour une nuit. « Je ne sais pas, » avoua-t-elle honnêtement. « Alors découvrez-le, » souffla-t-il si près de son oreille que son souffle fit naître un frisson sur sa nuque. La danse s'acheva. Autour d'eux, les couples se saluaient, se séparaient. Mais l'inconnu ne lâcha pas sa main. « Venez avec moi, » dit-il. Ce n'était pas une question. Clara aurait dû refuser. Rejoindre sa mère qui, sans aucun doute, la surveillait d'un œil vif quelque part dans la salle. Retourner à sa colonne, à sa limonade, à son ennui sécurisant. Mais ses jambes semblaient ne plus obéir à sa raison. « Où ?» demanda-t-elle. « Dans le jardin. » Il la guida à travers la salle, dépassant des groupes d'invités, longeant les tables de jeu et le buffet garni de mets délicats. Les hautes portes-fenêtres étaient grandes ouvertes, laissant entrer la fraîcheur de la nuit. Ils sortirent sur une terrasse de marbre et descendirent les marches menant au jardin. Ici, le calme régnait. La musique parvenait en sourdine, se mêlant au bruissement des feuilles et au doux murmure d'une fontaine. Des lanternes éclairaient les allées de gravier qui serpentaient entre les parterres de roses et les buissons taillés. L'air était frais, imprégné du parfum des fleurs, de la terre et de la nuit printanière. Clara s'arrêta près d'un banc de marbre envahi par la glycine. Son cœur battait si fort qu'elle crut que l'inconnu pouvait entendre chaque pulsation. « Ce n'est pas convenable, » dit-elle, mais sa voix manquait de conviction. « Qu'est-ce qui ne l'est pas ?» Il s'approcha, et le clair de lune glissa sur sa silhouette, soulignant ses larges épaules et sa taille fine. « Je ne devrais pas être ici, avec vous, seule. » « Pourquoi ?» Clara fut déconcertée. « Oh, parce que c'est indécent. On pourrait me voir, les gens parleraient. Et alors, cela ruinerait ma réputation. » Répondit-elle comme si elle expliquait une évidence. Il resta silencieux un instant, la regardant avec une tristesse étrange. « Votre réputation est-elle donc plus importante que ce que vous désirez réellement ?» Clara ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint. Car une fois de plus, il avait touché juste. Toute sa vie,
Elle avait placé la réputation, l'opinion des autres, les règles au-dessus de ses propres désirs. Et maintenant, debout dans ce jardin nocturne avec un inconnu, elle réalisa soudain à quel point elle était lasse. « Je ne sais pas ce que je désire », murmura-t-elle. « Si vous le savez, » objecta-t-il doucement, « vous avez simplement peur de vous l'avouer. » Il retira son masque. Le visage qu'il révéla lui coupa le souffle. Des traits nets, des pommettes hautes, un nez droit, des cheveux sombres, légèrement en désordre, ses yeux profonds et perçants, la regardaient comme s'il lisait en elle. Une cicatrice, fine, à peine visible, barrait son sourcil gauche. Il devait avoir une trentaine d'années, peut-être un peu plus, beau et dangereux à la fois. Clara retint sa respiration. « Vous n'auriez pas dû retirer votre masque, dit-elle. » Mais les mots sourds restèrent coincés dans sa gorge. « Pourquoi ?» Il eut un petit rire. « Parce que maintenant, vous vous souviendrez de moi. » Oui. Il fit un pas de plus, si près que Clara sentit la chaleur de son corps. « Bien, » murmura-t-il, « parce que je veux que vous vous souveniez de moi. » Et il l'embrassa. Ce fut comme si la foudre l'avait frappé. Ses lèvres étaient chaudes, exigeantes, mais aussi étonnamment tendres. Clara se figea une seconde, bouleversée, puis son corps répondit de lui-même. Elle ferma les yeux et le monde disparut. Il ne restait que ses mains sur sa taille, ses lèvres sur les siennes, son souffle mêlé au sien. Elle n'avait jamais embrassé personne. Pas une seule fois. La simple pensée lui avait toujours semblé trop intime, trop dangereuse. Mais à cet instant, elle oublia tout, les règles, les convenances, le risque d'être vue. Elle répondit à son baiser, timidement, maladroitement, mais avec une ferveur qui la surprit elle-même. Quand il s'écarta, elle eut la tête qui tournait. Elle ouvrit les yeux et vit qu'il la regardait avec une expression indéchiffrable. Surprise, regret, autre chose. « Je... » commença Clara, ne sachant que dire. Il leva la main et, d'un geste délicat, lui caressa la joue, repoussant une mèche échappée de sa coiffure. « Et vous êtes magnifique, » dit-il doucement, « et vous méritez mieux qu'une vie dans une cage dorée. »« Comment savez-vous que je... » ?»« Je le vois, » coupa-t-il, « dans vos yeux, dans votre façon de vous tenir, comme si vous craigniez de faire un pas de trop, dans votre manière de danser, comme si vous aviez peur de tomber. » Clara sentit les larmes lui monter aux yeux. Personne ne l'avait jamais vue ainsi. Personne n'avait essayé de la comprendre. Tous ne voyaient que l'apparence parfaite, les manières impeccables, les réponses convenues. « Qui êtes-vous » murmura-t-elle de nouveau. Il sourit, mais son sourire était teinté de tristesse. « Peu importe, ce soir. Je suis simplement un homme qui voulait danser avec vous. »« Rien de plus. Mais... »« Clara !» Une voix sèche venue de la maison la fit sursauter. C'était sa mère. « Clara, où es-tu » La panique s'empara d'elle. Elle se tourna vers le manoir, puis de nouveau vers l'inconnu. Mais il n'était plus là. Disparu. Comme s'il s'était dissous dans la nuit. Seule l'odeur de son eau de Cologne, des notes de cèdre et de fumée, flottait encore dans l'air. Clara resta là, les doigts pressés contre ses lèvres, sentant encore la brûlure de son baiser. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. « Te voilà enfin !» Sa mère apparut sur la terrasse, la voix pleine d'irritation. « Fille, que fais-tu ici toute seule ? Si quelqu'un te voyait, rentre immédiatement. » Clara remonta docilement les marches, mais ses jambes semblaient flageoler. Elle jeta un dernier regard vers le jardin, mais il n'y avait que l'obscurité et le bruissement des feuilles. Il était parti, sans un au revoir, sans lui demander son nom, bien qu'il ait entendu sa mère l'appeler. Il était juste parti, la laissant avec un cœur en feu et un millier de questions. Dans la voiture qui les ramenait, sa mère lui fit la morale sur l'inconvenance de se promener seule dans un jardin, sur le fait que les mauvaises langues étaient plus acérées qu'un poignard, et qu'une réputation était facile à perdre mais impossible à regagner. Clara hochait la tête, mais n'entendait rien.
Elle ne voyait que son visage, ses yeux sombres, la cicatrice sur son sourcil, ses lèvres qu'il avait embrassées comme si elle était la seule femme au monde. De retour chez elle, elle monta dans sa chambre et s'approcha du miroir. Elle retira son masque. Ses joues étaient en feu, ses yeux brillaient. Elle avait l'air vivante, comme si elle se réveillait d'un long sommeil. Elle se coucha mais ne put trouver le sommeil. Toute la nuit, elle repassa dans sa tête chacun de ses mots, chacun de ses gestes. Ses mains sur sa taille, sa voix, grave et veloutée. Son baiser qui avait bouleversé son univers. Qui était-il? Pourquoi avait-il disparu? Le reverrait-elle un jour? Les questions tourbillonnaient dans son esprit, ne lui laissant aucun répit. Et sur ses lèvres, elle sentait encore la chaleur de son contact. Clara ignorait alors que, dans une semaine, son monde serait à nouveau bouleversé. Qu'elle le verrait dans son propre salon, présenté comme le nouveau comte de Rothesden, et qu'il la regarderait avec un air froid et distant, comme s'il la voyait pour la première fois, comme si cette nuit n'avait jamais existé, comme s'il n'avait jamais retiré son masque pour l'embrasser dans un jardin, sous les étoiles. Mais pour l'instant, elle ne savait rien de tout cela. Pour l'instant, elle était allongée dans le noir, la main pressée sur un cœur qui ne battait que pour lui, pour un homme sans nom, pour un fantôme qui avait laissé une trace de feu sur ses lèvres et dans son âme, pour un homme qu'elle ne pourrait oublier, même si elle essayait de toutes ses forces. La semaine qui suivit le bal masqué s'écoula avec une lenteur douloureuse. Clara se réveillait chaque matin en pensant à lui, à cet homme sans nom qui avait disparu dans la nuit, ne laissant que le souvenir d'un baiser et quelques phrases qui résonnaient dans sa tête comme un écho. Elle s'efforçait de vaquer à ses occupations habituelles. Broder près de la fenêtre, lire dans la bibliothèque, se promener avec sa dame de compagnie à Hyde Park, recevoir des invités avec sa mère. Mais tout cela lui semblait fade, vide, comme si la vie avait perdu sa saveur après cette nuit. Elle se regardait dans le miroir et tentait de se voir à travers ses yeux. Qu'avait-il vu en elle? Ses cheveux blonds, que sa femme de chambre bouclait et coiffait chaque matin en chignon complexe, avec des anglaises sur les tempes. Ses yeux bleus, que sa mère qualifiait de son plus grand atout. Sa peau de porcelaine, qu'elle protégeait soigneusement du soleil en portant des chapeaux à large bord lors de ses promenades. Clara était belle. Elle le savait non par vanité, mais comme un simple fait. Les hommes se retournèrent sur son passage, les dames chuchotaient avec envie, les admirateurs composaient des poèmes, la comparant à une aube printanière ou à un clair de lune. Elle avait des traits réguliers, un petit nez droit, des lèvres pleines, des sourcils fins. Sa silhouette était élancée, bien que non dépourvue des courbes féminines que les tenues à la mode mettaient en valeur. Sa taille était moyenne, ni trop grande, ni miniature. Mais quand cet homme l'avait regardée dans le jardin, il lui avait semblé qu'il voyait au-delà d'un joli visage. Il la voyait elle, celle qui se cachait derrière une apparence parfaite et des manières impeccables, celle qui étouffait dans le corset des règles et des conventions. Clara, ma chérie, tu rêves encore? La voix de sa mère la ramena à la réalité. Elles étaient assises dans le salon de leur maison londonienne de Berkeley Square. La pièce était meublée avec goût. Des murs recouverts de soie bleu pâle, des moulures blanches au plafond, une cheminée en marbre de Carrare surmontée du portrait de son défunt grand-père. Le mobilier en acajou, tapissé de satin crème, était disposé de manière à faciliter la réception des invités. Sur une table près de la fenêtre se trouvait un service en porcelaine de Chine, des tasses aux bords dorés, une théière au bec élégant, des assiettes de biscuits. Sa mère, Lady Elizabeth Chelsea, était assise dans son fauteuil préféré près de la fenêtre, un ouvrage de broderie à la main. Elle portait une robe du matin en mousseline lavande à manches longues et col montant, garnie de dentelle. Ses cheveux, autrefois aussi blonds que ceux de Clara, maintenant parsemés de fils d'argent, étaient un peu retenus sous un bonnet de dentelle. « Pardon, maman », dit Clara en baissant rapidement les yeux sur son livre. Elle lisait Mansfield Park,
mais c'était la troisième fois qu'elle relisait la même page sans en retenir un mot. « À quoi penses-tu ces derniers temps ?» Sa mère la regarda attentivement par-dessus son ouvrage. « Depuis ce bal masqué, tu es si distraite. » Clara sentit ses joues s'empourprer. Elle avait espéré que personne ne remarquerait son changement. Mais sa mère avait toujours été perspicace. « Je suis simplement fatiguée de la saison, » mentit-elle. « Tant de bals, de visites, fatiguée ?» Sa mère haussa un sourcil. « À ton âge, je pouvais danser jusqu'à l'aube chaque nuit. Non, il y a eu autre chose. » Elle marqua une pause, puis ajouta plus doucement. « As-tu rencontré quelqu'un ?» Le cœur de Clara fit un bond. « Non, bien sûr que non, » répondit-elle un peu trop vite. Sa mère plissa les yeux mais n'insista pas. Au lieu de cela, elle posa sa broderie et croisa les mains sur ses genoux. « À ce propos, j'ai une nouvelle. Cet après-midi, nous recevrons la visite du nouveau comte de Rothesden. Lady Beverly dit qu'il vient de rentrer de son domaine du Northumberland et qu'il a l'intention de passer le reste de la saison à Londres. » Clara hocha la tête d'un air absent. Comte, vicomte, baronnet. Il y en avait tant dans ce monde qu'elle avait depuis longtemps cessé de retenir les noms. « Il est célibataire », poursuivit sa mère d'un ton significatif. « Environ 30 ans. On dit qu'il est très riche et possède de vastes terres. Il est vrai que, jusqu'à récemment, il vivait dans son domaine presque en reclus. Son oncle, le vieux comte, est mort il y a 6 mois, et le titre lui est revenu. La société, bien sûr, s'intéresse maintenant à lui. »« Je vois, » marmonna Clara, retournant à son livre. « Clara ?» Le ton de sa mère devint plus sévère. « M'écoutes-tu ? C'est important. Le comte de Rothesden est un parti très avantageux. S'il te remarquait, maman, s'il te plaît, » dit Clara en fermant son livre avec lassitude. « Je ne veux pas parler de mariage aujourd'hui. » Sa mère soupira. « Ma chérie, je comprends que cela puisse paraître calculé. Mais le mariage dans notre milieu n'est pas seulement une union des cœurs. C'est une alliance de famille, de statut, de fortune. Tu dois penser à l'avenir. »« J'y pense, » répondit doucement Clara. « J'y pense constamment. C'est juste que... » « Quoi ? Est-ce vraiment impossible de se marier par amour ?» Les mots s'échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Sa mère la fixa longuement. « L'amour, dit-elle enfin, est un sentiment merveilleux. Mais il passe, Clara, alors que le respect, le statut, la stabilité, eux, restent. Crois-moi, je sais de quoi je parle. » Clara ne répondit pas. Elle savait que ses parents s'étaient mariés suite à un arrangement familial. Et ils semblaient en heureux, ou simplement habitués. La frontière entre ces deux notions était si mince qu'elle s'effaçait avec le temps. L'horloge sur la cheminée sonna 2 heures. Sa mère se leva, ajustant ses jupes. « Le comte sera là dans 1 heure. Monte te changer et demande à Alice de te faire une coiffure plus élégante. » Elle jaugea Clara d'un œil critique. « Et mets le collier de perles que ton père t'a offert pour ton dernier anniversaire. Il fera ressortir la couleur de tes yeux. » Clara monta docilement dans sa chambre au 2e étage. Sa chambre était son refuge, claire, spacieuse, avec des fenêtres donnant sur le jardin. Des murs rose pâle, des meubles blancs à dorure, un lit à baldaquin en mousseline transparente. Une coiffeuse couverte de flacons de parfum, de boîtes à bijoux et d'épingles à cheveux. Des livres sur la table de chevet, plus que sa mère n'aurait approuvé. Alice, sa femme de chambre, l'attendait déjà avec une robe préparée. « Lady Elizabeth a demandé que vous mettiez celle-ci, mademoiselle, » dit-elle en montrant une robe de soie jaune pâle. Clara hocha la tête. La robe était jolie, avec un corsage ajusté qui soulignait la taille, de longues manches froncées à l'épaule, et une jupe ornée d'une broderie de fil blanc sur le bord de l'ourlet. Elle était accompagnée de gants blancs montant jusqu'au coude et d'un fichu de dentelle pour le cou. Alice l'aida à se déshabiller, serra son corset, pas trop fort, mais assez pour mettre en valeur sa silhouette. Elle enfila un jupon empesé, puis la robe de soie par-dessus. Elle boutonna la multitude de petits boutons dans le dos. « Vos cheveux, mademoiselle, »
dit Alice en prenant une brosse. Clara s'assit devant le miroir pendant que la femme de chambre peignait ses longs cheveux blonds. Ils étaient épais, soyeux, naturellement ondulés. Alice les coiffa habilement en un chignon haut, avec de douces boucles encadrant le visage et quelques mèches descendant sur la nuque. Elle fixa le tout avec des épingles à perles. « Vous êtes très belle aujourd'hui, mademoiselle », dit Alice en reculant pour admirer le résultat. Clara regarda son reflet. Oui, elle avait l'air impeccable, comme toujours. Mais derrière cette apparence parfaite, elle ne se voyait pas. Elle ne voyait qu'une poupée, que l'on parait pour une exposition. Elle descendit à 3 heures précises. Sa mère attendait dans le salon, rejointe par son père. Le vicomte Chelsea, un homme d'âge mûr aux tempes grisonnantes et au visage bienveillant. Il portait un costume de visite, un frac bleu foncé, un pantalon gris clair, une chemise blanche à au col empesé. « Là, voici notre beauté », sourit-il quand Clara entra. « Tu es ravissante, ma chérie. »« Merci, papa », dit Clara en l'embrassant sur la joue. Ils s'installèrent dans le salon en attendant leur invité. Sa mère vérifia que tout était en ordre. Le service à thé sur la table, des fleurs fraîches dans un vase, les coussins sur le canapé. Elle était nerveuse, bien qu'elle s'efforçât de ne pas le montrer. Quand l'horloge sonna 3 heures et demie, la sonnette retentit en bas. Le majordome alla ouvrir la porte. Des voix dans le vestibule, polies, étouffées. Des pas sur le sol de marbre. Le comte de Rhodesden annonça le majordome en ouvrant la porte du salon. Et Clara cessa de respirer. Sur le seuil se tenait l'homme du jardin, l'homme du bal masqué, celui qui l'avait embrassé sous les étoiles et avait disparu sans un mot. Son cœur manqua un battement, puis se mit à battre si fort qu'elle craignit que tout le monde l'entende. Le sang quitta son visage, puis y revint, lui brûlant les joues. Ses doigts, crispés sur l'accoudoir du fauteuil, devinrent blancs. C'était lui, sans aucun doute. Les mêmes traînettes nettes, les cheveux sombres, la cicatrice sur le sourcil, les mêmes yeux profonds et sombres. Seulement, il portait maintenant un costume de jour, un frac couleur bouteille, un gilet crème, un pantalon noir. Une cravate de soie était nouée à son cou, fixée par une épingle à perles. Il entra, s'inclina. Vicomte Chelsea, Lady Chelsea, sa voix, cette même voix veloutée, fit parcourir un frisson le long de son dos. « Je vous remercie de votre invitation. »« Comte de Rhodesden, soyez le bienvenu, » dit son père, en se levant pour lui serrer la main. « C'est un grand honneur. Permettez-moi de vous présenter ma fille, Lady Clara Chelsea. » Le comte se tourna vers elle. Leurs regards se croisèrent, et dans ses yeux, il n'y avait pas la moindre lueur de reconnaissance. Il la regardait poliment, mais avec distance. Le regard que l'on pose sur une inconnue, que l'on voit pour la première fois. Pas la moindre allusion au fait qu'une semaine plus tôt, il la tenait dans ses bras et l'embrassait d'une manière qui avait fait cesser d'exister le monde. « Lady Clara, » dit-il en s'inclinant, « ravi de faire votre connaissance. Faire votre connaissance. » Ce mot la frappa comme une gifle. Clara ouvrit la bouche, mais ne put prononcer un son. Elle le fixait, n'en croyant pas ses yeux. « Je... » commença-t-elle, mais sa voix la trahit en tremblant. « Ma chérie, qu'as-tu » Sa mère la regarda avec inquiétude. Clara se reprit avec difficulté. Peut-être s'était-elle trompée, peut-être n'était-ce pas lui, mais non, la cicatrice, la voix, les mains aux longs doigts et la bague à la pierre sombre à l'index, tout correspondait. « Pardonnez-moi, parvint-elle à articuler. J'ai eu l'impression que nous nous étions déjà rencontrés. » Il la regarda avec un léger sourire. « Je ne pense pas, Lady Clara. J'ai vécu longtemps dans le Northumberland et je suis rarement venu à Londres. Il est peu probable que nos chemins se soient croisés. Un mensonge effronté et froid. » Clara le vit dans ses yeux, un bref éclair de quelque chose qu'il dissimula rapidement. Il savait, il se souvenait parfaitement. Mais pourquoi faisait-il semblant?
Je vous en prie, asseyez-vous, comte, dit sa mère en lui désignant un fauteuil. Prendrez-vous du thé? Avec plaisir, dit-il en s'asseyant dans le fauteuil, face à Clara. Elle le regardait, incapable de détourner les yeux. Comment pouvait-il être assis là, buvant tranquillement son thé, parlant du temps et de la saison londonienne, alors qu'une semaine plus tôt... Lady Clara, êtes-vous souffrante? Sa voix, qui s'adressait à elle, la fit sursauter. Non, tout va bien, marmonna-t-elle. Vous êtes très pâle. Il se pencha légèrement en avant, et elle crut voir de la moquerie dans ses yeux. Où l'avait-elle imaginé? Faut-il ouvrir la fenêtre? S'inquiéta sa mère. Non, vraiment, je vais bien, se força à sourire Clara. La conversation reprit. Son père interrogeait le comte sur son domaine, sur ses affaires. Le comte répondait poliment, mais laconiquement. Il était courtois, réservé, se tenait avec la dignité qui convenait à son titre. Un parfait gentleman. Et pas un mot, pas un regard ne trahit qu'il connaissait Clara. Elle resta assise, serrant sa tasse de thé si fort qu'elle craignit de briser la porcelaine. À l'intérieur, tout bouillonnait. La colère, la douleur, l'incompréhension. Comment osait-il, comment pouvait-il la regarder dans les yeux et prétendre être un étranger? « Comte, dansez-vous » demanda sa mère avec une lueur d'espoir dans la voix. « Je danse » répondit-il. « Bien que je ne puisse dire que je le fasse souvent. Oh, mais demain soir, il y a un bal chez la duchesse de Marlborough. Avez-vous reçu une invitation? En effet. Alors, peut-être ferez-vous l'honneur à ma fille de l'inviter à danser? Clara avait envie de crier, de se lever et de s'enfuir. Mais elle continua à rester assise, à sourire, à hocher la tête, comme une dame bien élevée. Le comte la regarda, d'un regard long et scrutateur. « Je serais ravi, » dit-il d'un ton neutre, « si Lady Clara n'y voit pas d'inconvénient. » Tous les regards se tournèrent vers elle, attendant sa réponse. Clara déglutit, sentant une boule dans sa gorge. « Bien sûr, » murmura-t-elle. « Je serais ravie. » La visite dura encore une vingtaine de minutes. Le comte fut d'une politesse irréprochable, entretenant la conversation, souriant même une ou deux fois. Mais il ne parla presque pas à Clara. Il lui jetait de brefs regards qui n'exprimaient rien. Quand il se leva enfin pour prendre congé, Clara ressentit à la fois un soulagement et une déception. « Merci pour votre hospitalité, » dit-il en s'inclinant. « À demain, Lady Clara. » Elle hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Quand la porte se referma derrière lui, sa mère se tourna vers elle, les yeux brillants. « Clara, il est très beau, et quelle prestance! Et surtout, il est célibataire et riche. Si tu parviens à faire impression, maman, s'il te plaît. » Clara se leva, sentant que si elle restait une minute de plus, elle allait craquer. « Je dois monter, j'ai mal à la tête. » Sans attendre de réponse, elle sortit précipitamment du salon et gravit les escaliers jusqu'à sa chambre. Elle ferma la porte, s'adossa contre elle et se laissa glisser lentement au sol. Les larmes qu'elle avait retenues pendant la dernière heure coulèrent à flots. Elle pleurait en silence, le visage enfoui dans ses genoux, de douleur, d'humiliation, d'incompréhension. Pourquoi? Pourquoi prétendait-il ne pas la connaître? Que signifiaient ce baiser, ces paroles? Un jeu? Le divertissement d'un aristocrate désœuvré? Elle se souvint de la façon dont il l'avait regardée dans le jardin, avec une telle tendresse, une telle chaleur. Comment il avait dit qu'elle méritait mieux. Comment il l'avait embrassée comme si elle était son univers tout entier. Et aujourd'hui, il la regardait comme une étrangère. Clara ne savait pas ce qui était le plus douloureux. Le fait qu'il ait trahi ses sentiments, ou le fait que malgré tout, elle désirait encore se retrouver dans ses bras. Elle se releva, s'approcha de la fenêtre. En bas, devant la maison, se trouvait la voiture du comte. Il y montait, et une seconde avant de refermer la portière, il se retourna et leva les yeux vers sa fenêtre. Leurs regards
se croisèrent. Et cette fois, juste un instant, le masque tomba. Elle vit de la douleur dans ses yeux, la même que la sienne. Puis il se détourna, la portière claqua, et la voiture s'ébranla, se fondant dans le flot de la circulation londonienne. Clara resta à la fenêtre, la paume pressée contre la vitre froide. Son cœur ne brûlait plus, il était brisé, et elle ne comprenait pas pourquoi. Elle ne comprenait pas à quel jeu il jouait. Et le plus effrayant, c'est qu'elle ne savait pas si elle pourrait un jour l'oublier. L'homme qui lui avait volé son cœur, et prétendait maintenant que rien ne s'était passé. Demain, le bal. Demain, il l'inviterait à danser, et elle irait avec lui, parce qu'elle ne pouvait refuser, parce que tout le monde regarderait. Elle sourirait, hocherait la tête, le suivrait dans la valse. Mais à l'intérieur, elle crierait, exigerait des réponses, exigerait la vérité, et elle l'obtiendrait, quoi qu'il lui en coûte. Clara ne dormit presque pas la nuit précédant le bal. Allongée, elle fixait le plafond de sa chambre, où les ombres des lanternes de la rue dansaient en motifs étranges, et ressassaient des centaines de versions de ce qu'elle lui dirait lorsqu'il se retrouverait un seul. S'il se retrouvait un seul, peut-être exigerait-elle des explications en plein milieu de la danse, ou bien maintiendrait-elle un masque d'indifférence, comme lui, ou peut-être dirait-elle simplement qu'elle ne se sentait pas bien et refuserait-elle la danse. Mais même en y songeant, elle savait qu'elle ne refuserait pas, parce qu'elle voulait être près de lui, même s'il l'avait blessée, même si tout cela n'était qu'un jeu incompréhensible. C'est ce qui l'effrayait le plus, sa propre faiblesse, son incapacité à simplement tourner le dos et oublier. Elle passa la matinée dans une sorte de brouillard. Alice devait répéter ses questions plusieurs fois avant que Clara ne les entende. Sa mère remarqua sa distraction au petit déjeuner et parla de nouveau de maux de tête, proposant de faire venir le médecin. Clara refusa. Aucun médecin ne pouvait guérir ce qui lui faisait mal à l'intérieur. Vers le soir, lorsqu'il fut temps de se préparer pour le bal, elle ressentit un étrange détachement, comme si elle s'observait de l'extérieur. Quelqu'un qu'on habillait, coiffait, paraît pour une représentation. Alice apporta la robe que sa mère avait choisie spécialement pour cette soirée. Elle était en satin bleu pâle, presque céleste, brodée de fils d'argent sur l'ourgelet et le corsage. La taille était haute, comme l'exigeait la mode, soulignée par un large ruban d'argent noué dans le dos en un nœud élégant. Les manches étaient courtes, bouffantes, laissant les épaules nues. Le décolleté était profond, mais pas provoquant, juste assez pour suggérer la finesse des clavicules et la blancheur de la peau. Par-dessus la robe, elle devait porter un châle en cachemire blanc avec une broderie argentée. « Vous serez la plus belle de toutes, ma mère, mademoiselle », murmura Alice en fermant les minuscules boutons dans son dos. Clara ne répondit rien. Elle regardait son reflet dans le miroir et ne se reconnaissait pas. Ou plutôt, elle se reconnaissait trop bien. C'était cette même poupée impeccable, exposée au regard de tous comme une marchandise sur le marché des fiancés. Ses cheveux furent coiffés de manière encore plus sophistiquée que la veille. Haut sur la tête, avec quelques fines boucles tombant sur la nuque. Un ruban d'argent et des épingles à perles étaient entrelacés dans sa coiffure. À son cou, un rang de perles, cadeau de sa grand-mère. Aux oreilles, de petites boucles d'oreilles en perles. Aux poignets, de fins bracelets. Lorsque Clara descendit, son père s'arrêta net en la voyant. « Mon Dieu, marmonna-t-il, tu as été le portrait de ta mère dans sa jeunesse. Une beauté. » Sa mère la jaugea d'un regard approbateur et parut satisfaite. « Parfait, le comte ne pourra pas ne pas te remarquer. Souviens-toi seulement, ma chérie, ne sois pas trop bavarde, mais ne reste pas muette toute la soirée. Souris, mais ne ris pas trop fort. Sois attentive, mais pas insistante. Et, pour l'amour de Dieu, s'il t'invite pour une deuxième danse, c'est un très bon signe. » Clara hocha la tête machinalement. Toutes ces règles, ces instructions, ces conventions, elles lui parvenaient comme le bourdonnement d'une abeille qu'il est impossible de chasser. La voiture les conduisit au manoir de la duchesse de Marlborough en 20 minutes. La demeure était immense. Un bâtiment de 4 étages en pierre blanche, avec des colonnes à l'entrée
et un large escalier. Des centaines de fenêtres brillaient de l'intérieur. La musique s'échappait dans l'air nocturne. Une file de carrosses s'alignait devant l'entrée. Des dames en robes somptueuses et des hommes en frac gravissaient les marches. L'intérieur du manoir était d'une splendeur éblouissante. Des sols en marbre recouverts de tapis persans, des murs tendus de soie, des plafonds ornés de fresques, d'énormes lustres avec des centaines de bougies. Des laquais en livrée se tenaient le long des murs. Des serviteurs distribuaient du champagne et de la limonade sur des plateaux d'argent. La salle de bal était encore plus luxueuse. Des moulures dorées, des miroirs en pied, d'immenses bouquets de roses et de lits dans des vases de Chine. L'orchestre était installé sur une estrade, les musiciens accordaient déjà leurs instruments. Les invités arrivaient en un flot ininterrompu, une mer de soie, de satin, de velours, de bijoux et de plumes. Clara resta près de ses parents, échangeant des salutations avec des connaissances. Lady Mortimer en robe rose, avec des émeraudes au cou. Lord Ashford avec sa nouvelle épouse. La comtesse de Sunderland, entourée d'une cour de jeunes admirateurs. Tous souriaient, s'inclinaient, murmuraient des compliments et des ragots. Et on dit que le nouveau comte de Rothesden sera là ce soir, lui chuchota à l'oreille Kelly son amie, Lady Charlotte Grey. Elle portait une robe crème à broderie dorée, ses boucles rousses rassemblées en une coiffure complexe. Toutes les dames sont en émoi. Célibataire, un titre, une fortune. Que demander de plus? Oui, sans doute, répondit Clara avec indifférence. Charlotte la regarda attentivement. Tu es étrange ce soir. Tout va bien? Juste fatiguée. De quoi? La saison ne fait que commencer, rit Charlotte. Mais elle redevint aussitôt sérieuse. On dit qu'il est beau et jeune. Pas un vieux veuf avec une douzaine d'enfants. Imagine s'il te choisissait. Clara n'eut pas le temps de répondre. La musique cessa, et le maître de cérémonie annonça. Le comte de Rothesden. La salle sembla se figer. Tous se tournèrent vers le large escalier menant à la salle de bal. Il descendait lentement, avec dignité. Un frac noir, impeccablement coupé, soulignait ses larges épaules et sa silhouette élancée. Une chemise d'un blanc immaculé, un gilet noir à broderie argentée, une cravate nouée avec une élégance négligée. Ses cheveux sombres étaient coiffés avec soin, mais pas trop, comme s'il y avait passé la main sans se soucier du résultat. Son visage était impassible, son regard calme mais attentif. Les femmes se mirent à chuchoter, les hommes échangèrent des regards appréciateurs. La duchesse de Marlborough, une dame âgée en velours violet et diadème de diamants, s'approcha de lui avec un large sourire. « Comte, quelle joie! Nous sommes si heureux de vous voir dans le monde. » Il s'inclina, lui baisa la main. « Votre grâce, je vous remercie de votre invitation. Permettez-moi de vous présenter. » La duchesse commença à le guider à travers la salle, le présentant aux invités. Clara se tenait là, crispée sur le bord de son châle, et observait. Son cœur battait si fort qu'elle craignit de s'évanouir. Il s'approchait, lentement, s'arrêtant à chaque groupe d'invités, s'inclinant, échangeant des amabilités. Et voilà que la duchesse l'amena à leur famille. « Vicomte Chelsea, Lady Chelsea », sourit-elle. « Vous connaissez déjà le comte, n'est-ce pas ?»« Oui, le comte nous a rendu visite hier, » répondit son père en lui serrant la main. « Parfait. » La duchesse se tourna vers Clara. « Et voici, je présume, la charmante Lady Clara. On dit que vous êtes la perle de cette saison, ma chère. » Clara fit une révérence sans lever les yeux. « Vous êtes trop bonne, votre grâce. »« Comte, vous devez inviter Lady Clara à danser, » poursuivit la duchesse avec une légère note autoritaire. « Ce serait un crime qu'une telle beauté passe la soirée sans partenaire. » Clara leva enfin les yeux et croisa son regard. Une seconde, ils se fixèrent. Et de nouveau, rien. Aucune reconnaissance. Seulement une froideur polie. « Je serais heureux, Satalassurus, de le faire, » dit-il d'un ton neutre. Si Lady Clara ne s'y oppose pas. Bien sûr que non.
répondit sa mère à sa place. La musique commença. Une valse lente. Le comte lui tendit la main. Clara se figea une seconde, puis posa sa paume dans la sienne. La même chaleur, la même électricité qui parcourut sa peau. Il la conduisit sur la piste. Il posa une main sur sa taille, prit son autre main. Ils commencèrent à danser. Autour d'eux tourbillonnaient les couples. La musique coulait doucement. Les bougies scintillaient dans les miroirs. Mais Clara ne voyait rien d'autre que lui. Il regardait quelque part par-dessus sa tête, le visage impassible. « Vous dansez bien, Lady Clara, » dit-il après une minute de silence. Elle sentit la colère monter en elle. « Merci, » répondit-elle avec une politesse glaciale. « Vous aussi, bien qu'il me semble que nous ayons déjà dansé. » Sa main sur sa taille, elle se crispa imperceptiblement. « Je ne m'en souviens pas, » dit-il, mais quelque chose dans sa voix le trahit. Il y a une semaine, au bal masqué des Wharton, les mots s'échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Il la regarda enfin, droit dans les yeux. Et dans ce regard, il y avait tant de choses. De la douleur, du regret, un avertissement. « Je crains que vous ne vous trompiez, » dit-il doucement. « Je n'étais pas à ce bal masqué. »« Vous mentez, » souffla Clara. « Pardon ?» Sa voix devint plus dure. « Vous mentez, » répéta-t-elle plus fort. « Je vous ai reconnu. La cicatrice, la voix, la bague, tout correspond. » Il la fit tourner dans la danse, la serra un peu plus près, de sorte qu'elle seule pouvait entendre ses paroles. « Même si c'était vrai, » murmura-t-il, son souffle effleurant sa tempe, « quelle importance !» C'était une nuit de bal masqué, un jeu, rien de plus. Clara sentit les larmes lui monter aux yeux. « Un jeu ?» Elle s'arrêta en plein milieu de la salle. « C'était un jeu pour vous ?» Quelques couples se retournèrent. Il serra les dents. « Continuez à danser !» dit-il sèchement. « Tout le monde nous regarde. » « Et cela m'est égal, siffla-t-elle, mais elle se laissa néanmoins entraîner. « Cela ne vous est pas égal, » objecta-t-il. « Oui, si, vous êtes trop bien élevé pour faire une scène, trop convenable, trop effrayé par les commérages. » Ces mots étaient la blessèrement de plus qu'une gifle. Parce qu'il avait raison, même maintenant, alors que tout en elle criait, exigeant des explications, elle ne pouvait se permettre de briser le masque des convenances. « Je vous déteste, » souffla-t-elle. « Je sais. » Sa voix s'adoucit. « Et vous avez le droit. » « Alors pourquoi ?» Elle le regarda et une larme roula finalement sur sa joue. « Pourquoi êtes-vous venu vers moi cette nuit-là? Pourquoi m'avez-vous embrassé? Pourquoi avez-vous dit toutes ces choses ?» Il resta silencieux un long moment. La musique touchait à sa fin. La danse ralentissait. « Parce que j'ai été un imbécile, » dit-il enfin. « Parce que pour une nuit, je me suis permis d'oublier mon devoir. Et c'était une erreur. »« Une erreur ?» répéta-t-elle amèrement. « Oui. » Il s'arrêta, la lâcha. Il s'inclina. « Merci pour cette danse. » Lady Clara, vous étiez ravissante. Et il se retourna pour partir. Mais Clara ne tint plus. Elle le saisit par le bras. « Attendez, » dit-elle désespérément. « Vous ne pouvez pas simplement partir. Je mérite des explications. » Il se retourna. Il y avait une telle douleur sur son visage qu'elle en eut le souffle coupé. « Vous méritez mieux que ce que je peux vous offrir, » murmura-t-il. « Bien mieux. Et c'est pourquoi je dois me tenir à l'écart de vous. »« Ce n'est pas à vous de décider, » objecta-t-elle. « Non, c'est mon devoir. » Il dégagea son bras et se dirigea vers la sortie de la salle. Clara resta là, le regardant s'éloigner, sans remarquer les regards curieux, les chuchotements, les visages surpris. « Clara !» Sa mère s'approcha, la saisissant par le coude. « Que s'est-il passé? Pourquoi t'es-tu arrêtée au milieu de la danse ?»« Clara ne pouvait plus parler. Une main invisible lui serrait la gorge. « Va au salon des dames. Reprends-toi, toi. »« Immédiatement !» siffla sa mère en la poussant vers la porte. Clara obéit. Le couloir était calme et frais, après la chaleur étouffante de la salle de bal. Elle atteignit le salon des dames, un petit boudoir avec des miroirs, un divan
et une table couverte de flacons de sel et de parfums. Elle s'effondra sur le divan et se cacha le visage dans les mains. Les larmes coulaient sans s'arrêter. Elle pleurait de douleur, d'humiliation, d'incompréhension. Un devoir. Que voulait-il dire? Quel devoir pouvait forcer un homme à renier ce qu'il ressentait? Ou ne ressentait-il rien du tout? La porte grinça. Clara leva la tête, s'attendant à voir une femme de chambre ou une autre dame. Mais sur le seuil se tenait l'homme qu'elle fuyait. Le comte de Rottesden ferma la porte derrière lui et s'y adossa, la regardant avec une expression qui fit manquer un battement à son cœur. « Vous ne devriez pas être ici, murmura-t-elle. Si quelqu'un vous voit, je sais. » Il fit un pas vers elle. « Mais je ne peux plus. Je ne peux plus faire semblant. »« Alors ne le faites pas, » souffla Clara en se levant. Il s'approcha, s'arrêta un pas d'elle. Il tendit la main, lui toucha la joue, essuyant une larme. « Je me souviens, » dit-il doucement, « de chaque seconde de cette nuit, de chacun de vos mots, de la façon dont vous me regardiez, dont vous dansiez, dont vous avez répondu à mon baiser. Je n'ai rien oublié. »« Alors pourquoi ? » ?»« Parce que je ne peux pas être avec vous, » coupa-t-il. « Ma vie, elle est compliquée. Il y a des choses dont je ne peux pas parler, des obligations que je ne peux pas soit trahir. Et si la société apprenait, quoi ? » Clara le regarda, essayant de comprendre. Qu'est-ce que c'est qui pourrait être si terrible? Il se détourna, passa une main dans ses cheveux. « Je ne suis pas libre, » dit-il enfin. « Pas dans le sens où vous l'entendez. Je ne suis pas marié, non. Mais je suis lié par un devoir envers quelqu'un. Et cela exclut la possibilité d'une cour, d'un mariage, de tout ce que vous méritez. Ce n'est pas à vous de décider ce que je mérite, » objecta-t-elle sèchement. Il se retourna, et quelque chose de sombre, de passionné, flamba dans ses yeux. « Vous ne comprenez pas. Je ne peux rien vous offrir d'autre qu'un scandale et de la douleur. Il vaut donc mieux que vous oubliez cette nuit, que vous m'oubliez. »« Je ne peux pas, » murmura Clara. « J'ai beau essayer. » Il fit un pas vers elle, puis un autre. Il n'y avait plus que quelques centimètres entre eux. Clara. Son nom sur ses lèvres sonna comme une prière. Si seulement les choses n'étaient différentes, mais elles sont ce qu'elles sont. Elle leva la main, toucha son visage. Il ferma les yeux, comme si son contact lui causait de la douleur. « Dites-moi la vérité, au moins une partie. J'ai le droit de savoir. » Il ouvrit les yeux, et elle y vit une telle agonie que son cœur se serra. « Un jour, marmonna-t-il, un jour je vous expliquerai tout. Je vous le promets, mais pas maintenant. Pour l'instant, je ne peux que vous demander de vous tenir à l'écart de moi, pour votre propre bien. » « Et si je ne le veux pas ?» demanda-t-elle d'un ton provocateur. Il sourit tristement. « Alors nous sommes tous les deux condamnés. » Des pas et des voix de femmes se firent entendre dans le couloir. Le comte s'écarta instantanément. « Y partez la première, » dit-il rapidement. « Dans 1 minute. J'attendrai ici. » Clara hocha la tête. Elle se dirigea vers la porte. Mais sur le seuil, elle se retourna. « Je n'abandonnerai pas, » dit-elle doucement, mais fermement. « Quoi qu'il en soit, je découvrirai la vérité. » Il ne répondit pas. Il la regardait simplement d'un air plein de tristesse et d'autre chose, d'espoir peut-être. Clara sortit, refermant la porte derrière elle. Un groupe de dames bavardant joyeusement passait effectivement dans le couloir. Elles la saluèrent, et elle répondit en s'efforçant de sourire. Quand elle retourna dans la salle de bal, sa mère l'assaillit de questions, mais Clara les écarta, prétextant la chaleur étouffante. Le reste de la soirée se déroula dans un brouillard. Elle dansa avec d'autres cavaliers, sourit, parla. Mais ses pensées étaient ailleurs. Le comte ne réapparut pas dans la salle. Quelqu'un dit qu'il était parti tôt, prétextant des affaires urgentes. Sur le chemin du retour, sa mère soupirait et se lamentait que Clara ait manqué sa chance. Son père resta silencieux,
regardant pensivement par la fenêtre de la voiture. Et Clara regardait Londres la nuit, les rues sombres, les rares lanternes, les silhouettes des maisons, et ne pensait qu'à une chose, à ses paroles, au fait qu'il était lié par un devoir, au secret qu'il gardait. Elle ne savait pas ce que cela signifiait, mais elle le découvrirait, même s'il fallait pour cela retourner tout Londres, parce que son cœur ne lui appartenait plus. Il était à lui, et elle ne pouvait le reprendre, même si elle le voulait. Les jours suivants, Clara vécut dans un état que l'on pourrait qualifier d'obsession. Elle ne pouvait chasser de son esprit ses paroles, son regard, le désespoir qui avait percé dans sa voix. Je ne suis pas libre. Qu'est-ce que cela signifiait? Un devoir envers qui? Quel secret pouvait être si sombre qu'il était prêt à renier ses propres sentiments? Clara commença à se renseigner discrètement sur le comte de Rothsden, d'abord auprès de sa mère, puis des dames de sa connaissance pendant le thé, de son père au dîner. Elle s'efforçait d'être subtile, comme si elle manifestait simplement un intérêt poli pour un nouveau membre de la société. Les informations étaient maigres. Le comte avait hérité du titre 6 mois plus tôt, après la mort de son oncle. Auparavant, il vivait dans le domaine familial du Northumberland, un immense château de pierre au bord de la mer. Il ne fréquentait pratiquement pas la société, n'assistait pas au bal, ne cherchait pas de nouvelles connaissances. Il était renfermé, peu sociable. Certains disaient qu'il avait perdu un être cher et avait eu du mal à s'en remettre. D'autres faisaient allusion à un scandale passé, mais personne n'en connaissait les détails. Un homme étrange, dit la comtesse de Waverley pendant le thé, une dame âgée qui connaissait tous les ragots de la haute société. Beau, riche, jeune, mais si sombre. Comme s'il portait sur ses épaules tout le poids du monde. Peut-être n'est-il simplement pas habitué à la société? Suggéra prudemment Clara en remuant le sucre dans sa tasse. Possible. Ou alors il cache quelque chose. La comtesse se pencha, baissant la voix. On dit que son oncle est mort dans des circonstances étranges, tombé dans l'escalier de sa propre maison. Mais les domestiques murmuraient qu'il y avait eu une violente dispute entre l'oncle et le neveu, peu de temps avant. Clara sentit un frisson la parcourir. « Vous voulez dire, je ne veux rien dire, ma chère. » La comtesse se renversa sur le dossier de sa chaise. « Je ne fais que rapporter des rumeurs, bien que l'enquête n'ait rien révélé. Un accident, un point, c'est tout. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. » Clara ne croyait pas à ces ragots. Elle ne voulait pas y croire. L'homme qui l'avait embrassée, avec une telle tendresse, ne pouvait pas être un meurtrier. Mais pourquoi alors parlait-il d'un devoir? Du fait qu'il n'était pas libre? Elle passait des nuits blanches, échafaudant des hypothèses. Peut-être avait-il fait un vœu. Ou était-il lié par une promesse? Ou peut-être avait-il une famille secrète, une femme cachée quelque part à la campagne, des enfants? Non, c'eût été trop simple. Et il avait dit qu'il n'était pas marié. Le 4e jour après le bal, Clara n'en put plus. Elle décida d'agir. Le matin, alors que sa mère était partie rendre visite à la duchesse et que son père était au club, Clara ordonna qu'on lui prépare la voiture. « Où souhaitez-vous aller, mademoiselle ?» demanda le cocher. Clara hésita une seconde. Elle ne connaissait pas l'adresse du comte, mais elle savait où elle pourrait l'obtenir. « Chez Lady Beverley, sur Grosvenor Street, dit-elle. » Lady Beverley était une amie de sa mère et une commère notoire qui savait tout sur chaque nouveau visage de la société, jusqu'au moindre détail. La voiture l'y conduisit en 10 minutes. Clara portait une robe de promenade en mousseline vert pâle à manches longues et col montant, garnie de dentelles blanches. Par-dessus, un Spencer en velours vert foncé, une courte veste ajustée. Sur la tête, un chapeau de paille à larges bords, orné de rubans et de marguerites artificielles. Des gants blancs, un réticule suspendu à un cordon. Lady Beverley la reçut avec joie. Elles s'assirent dans un petit salon, buvant du thé dans de la porcelaine très fine, et Clara amena prudemment la conversation sur le comte de Rothsden. « Oh oui, » s'anima Lady Beverley. « Il s'est installé dans une maison à Mayfair, numéro 23, si je ne me trompe pas. Assez modeste pour un comte, mais la maison est belle. Il a un minimum de personnel. Il reçoit rarement. » Clara mémorisa l'adresse.
23 Mayfair. Après avoir pris congé de Lady Beverley sous prétexte d'autres obligations, elle ordonna au cocher de la ramener chez elle. Mais en chemin, elle changea d'avis. « Arrêtez-vous à Hyde Park, dit-elle impulsivement. Je veux me promener. » Le cocher obéit et s'arrêta à l'entrée. Clara descendit, accompagnée de sa femme de chambre Alice pour les convenances. Elles entrèrent dans le parc par les grilles en fer forgé. À cette heure, Hyde Park était plein de promeneurs. Des dames avec leurs compagnes, des gentlemen à cheval, des nourrices avec des enfants, des marchands de fleurs et de sucreries. Le temps était magnifique, ensoleillé, chaud, avec une légère brise qui bruissait dans le feuillage des chênes centenaires. L'herbe était d'un vert émeraude, les parterres éclatants de tulipes et de narcisses. Le lac Serpentine scintillait au soleil. Des cygnes glissaient sur l'eau. Clara marchait le long d'une allée, regardant distraitement autour d'elle. Elle ne savait pas quoi faire ensuite. Se présenter chez lui, ce serait le comble de l'inconvenance. Écrire une lettre, mais pour dire quoi? « Mademoiselle, regardez ces beaux cygnes !» s'exclama Alice en montrant le lac. Clara se retourna et se figea. Près de l'eau, dos à elle, se tenait un homme en redingote sombre. Grand, les épaules larges, des cheveux sombres. Il regardait l'eau, les mains croisées derrière le dos. Son cœur manqua un battement. C'était lui. Elle resta pétrifiée, ne sachant que faire. S'approcher, lui parler, ou faire demi-tour et partir avant qu'il ne la remarque. Mais il se retourna alors, comme s'il avait senti son regard. Leurs yeux se croisèrent. Pendant une seconde, il la regarda avec surprise. Puis l'expression de son visage devint indéchiffrable. Il s'approcha lentement. « Lady Clara, dit-il en s'inclinant. Quelle surprise !»« Comte de Rotesden, fit-elle une révérence, sentant ses joues s'enflammer. Je me promène. » Et je vois, une pointe d'ironie perça dans sa voix. Une belle journée pour une promenade. Ils restèrent là à se regarder. Alice s'était éloignée de quelques pas, leur donnant une illusion d'intimité, bien qu'il y eût beaucoup de monde autour. « Je ne vous suivais pas, » lâcha soudain Clara. « C'est une coïncidence. » Il eut un petit rire. « Je n'en doutais pas, bien que j'aurais été flattée si cela n'avait pas été le cas. »« Ne vous moquez pas de moi, » dit-elle doucement. Son visage redevint sérieux. « Je vous demande pardon. Vous avez raison. » Il marqua une pause, puis ajouta « Voudriez-vous marcher un peu ?» Elle hocha la tête, et ils se mirent à marcher le long de l'allée qui bordait le lac. Alice suivait à distance, mais assez près pour respecter les convenances. Ils marchèrent un moment en silence. Le soleil filtrait à travers les feuilles, créant des jeux de lumière sur le chemin. Des oiseaux chantaient quelque part. Au loin, on entendait des voix, des rires d'enfants, le claquement des sabots. « Comment allez-vous » demanda-t-il enfin. « Mal » répondit honnêtement Clara. « Je ne peux ni manger, ni dormir. Je pense à vous constamment, et je me déteste pour ça. » Il s'arrêta, se tourna vers elle. « Clara, ne recommencez pas, coupa-t-elle. Ne me dites pas encore que c'est impossible. Ne vous excusez pas. Dites-moi simplement la vérité. Au moins une partie. » Il la regarda longuement, et une lutte se lisait dans ses yeux. « Très bien, dit-il enfin. Mais pas ici, il y a trop d'yeux et d'oreilles. »« Non. » Ou alors, il réfléchit. « Où va-t-on aussi, dit, il y a un endroit, non loin d'ici, une vieille bibliothèque à Bloomsbury. Il n'y a presque jamais personne à 6 heures. Pourriez-vous y être dans 1 heure ?» Clara hésita. C'était dangereux. Si quelqu'un la voyait, la prenait. « Prenez votre femme de chambre, » ajouta-t-il comme s'il avait lu dans ses pensées. « Cela ne paraîtra pas suspect. La bibliothèque est un lieu public. »« D'accord, » hocha-t-elle la tête. « Dans 1 heure. » Ils retournèrent vers l'allée principale. Il s'inclina, elle répondit par une révérence, et ils se séparèrent. Clara monta dans la voiture, ordonnant de rentrer chez elle. Mais son cœur battait si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Il allait lui dire
Elle allait enfin connaître la vérité. De retour à la maison, elle se changea rapidement. Alice l'aida à enfiler une robe plus sobre, en soie grise avec un col blanc, des manches longues et un corsage modeste. Par-dessus, elle jeta un manteau bleu foncé à capuche. Elle prit son réticule, dans lequel elle glissa un mouchoir et quelques pièces. « Mademoiselle, où allons-nous » demanda Alice lorsqu'elles remontèrent dans la voiture. « À la bibliothèque de Bloomsbury » répondit Clara. « J'ai besoin d'un livre. » Alice hocha la tête sans poser de questions. Une bonne femme de chambre n'interrogeait jamais sa maîtresse. La bibliothèque se révéla être un vieil édifice de 2 étages en pierre noircie, coincé entre d'autres maisons. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, une odeur de poussière, de vieux papier et de cire flottait dans l'air. De hautes étagères montant jusqu'au plafond, remplies de livres aux reliures usées. Les fenêtres étaient étroites. La lumière pénétrait chichement, laissant les coins dans la pénombre. À un bureau près de l'entrée, un vieux bibliothécaire à lunettes somnolait. Il ne leur prêta aucune attention. Clara s'avança entre les étagères. Au fond de la salle, près d'une fenêtre, était assis le comte. Un livre ouvert était posé devant lui, mais il ne lisait pas. Il regardait simplement par la fenêtre. Elle s'approcha. Alice resta près de l'entrée, examinant les dos des livres. « Vous êtes venu, » dit-il en se levant. « Je vous l'avais promis. » Clara s'assit sur la chaise en face. Alors, il s'assit, croisa les mains sur la table. Il resta longtemps silencieux, cherchant ses mots. « Mon nom est Dominique Blackwood, comte de Rothesden, » commença-t-il doucement. « J'ai 31 ans. Je suis fils unique. Ma mère est morte en couche. Mon père est mort à la chasse quand j'avais 10 ans. J'ai été élevé par mon oncle, le vieux comte de Rothesden. Il se tut, et une lueur de douleur passa dans ses yeux. Mon oncle était un homme sévère. Il croyait qu'un aristocrate devait connaître sa place, accomplir son devoir envers sa famille et son titre. Pas de faiblesse, pas d'émotion, seulement une volonté de faire et le calcul. Clara écoutait sans l'interrompre. Quand j'avais 20 ans, poursuivit-il, je suis tombé amoureux. Elle s'appelait Isabella, la fille du vicaire du village voisin. Pas de titre, pas de fortune, juste une jeune fille au cœur bon et au sourire radieux. Sa voix trembla. Clara sentit une pointe de jalousie et en eut aussitôt honte. Mon oncle entra dans une fureur noire quand il l'apprit. Il m'interdit de la voir. Il me dit que si je n'obéissais pas, il me déshériterait. J'étais jeune, impétueux. Je décidai que l'amour était plus important que l'argent et le titre. Isabella et moi avions prévu de nous enfuir, de nous marier en secret. Il se tut et un silence lourd s'installa. « Que s'est-il passé » murmura Clara. Mon oncle l'a su. La voix du comte devint dure. Je ne sais pas qui l'a dénoncé, mais il l'a su. Et il a agi vite. Il a envoyé des hommes chez le père d'Isabella. Il l'a menacé de ruiner sa vie, de l'accuser de vol de fonds de l'Église, de le chasser de sa paroisse. Le vicaire a eu peur. Il a envoyé Isabella chez des parents en Écosse, sans explication, sans un adieu. Clara vit ses mains se serrer en poing. Quand je l'ai appris, il était trop tard. J'ai essayé de la retrouver. Je suis allé en Écosse, j'ai interrogé tout le monde. Mais elle avait comme disparu. Il leva vers Clara des yeux pleins de tourment. Il m'a fallu 2 ans pour apprendre la vérité. Elle était morte. De la fièvre, seule, dans une maison étrangère, parmi des étrangers. Oh mon Dieu, souffla Clara en pressant une main sur sa poitrine. Je m'en suis voulu. Sa voix était sourde. Si j'avais été plus fort, si je n'avais pas cédé aux menaces de mon oncle, si je l'avais trouvée plus tôt, elle serait vivante. Ce n'est pas votre faute, dit Clara. Vous ne pouviez pas savoir. J'aurais pu, coupa-t-il sèchement. J'aurais dû, mais j'ai été lâche. J'ai eu peur de tout perdre, et j'ai perdu la seule chose qui comptait. Il se leva, se tourna vers la fenêtre. Après sa mort, je suis retourné au domaine. Je m'y suis enfermé. Je n'ai pas vu mon oncle pendant 8 ans, je n'ai pas fréquenté la société. J'ai simplement existé. Jusqu'à ce qu'il y a 6 mois, je reçoive la nouvelle que mon oncle était mort, et que le titre me revenait. Vous vous êtes disputé avec lui avant sa mort.
demanda prudemment Clara. Il se retourna, et son regard était plein d'amertume. Vous avez entendu les rumeurs. Ce n'était pas une question. Oui, nous nous sommes disputés. Je suis venu pour lui dire tout ce que je pensais. Je l'ai accusé de sa mort. Il a ri, il a dit que j'étais un faible, qu'il avait bien fait de me sauver d'un mariage inégal. Je l'ai frappé. Clara tressaillit. Après ça, je suis parti. Dans la nuit, on m'a annoncé qu'il était tombé dans l'escalier et qu'il était mort. Le comte la regarda dans les yeux. Je ne l'ai pas tué, je le jure. Mais je suis heureux qu'il soit mort. Et cela fait de moi un monstre. Non. Clara se leva, s'approcha de lui. Cela fait de vous un homme. Vous avez aimé, vous avez perdu, vous avez souffert. Il n'y a rien de monstrueux là-dedans. Mais ce n'est pas tout. Il recula quand elle tendit la main. Après la mort de mon oncle, j'ai trouvé les lettres d'Isabella. Elle m'écrivait, des dizaines de lettres, pendant 2 ans. Mais mon oncle les cachait. Je les ai toutes lues. Elle me suppliait de venir. Elle disait qu'elle était malade, qu'elle avait peur de mourir seule. Et la dernière lettre, sa voix se brisa. Il sortit de sa poche une feuille de papier pliée, jaunie par le temps. « Lisez », tendit-il à Clara. Elle déplia la lettre. L'écriture était tremblante, inégale, côte zéro. Clara sentit les larmes brouiller sa vue. Elle leva les yeux vers le comte. « Voilà pourquoi, » murmura-t-il. « Voilà pourquoi je me suis fait un serment. Ne plus jamais tomber amoureux. Ne plus jamais mettre une autre personne en danger. C'est un devoir envers sa mémoire, envers cet amour que j'ai tué par ma faiblesse. Mais au bal masqué, j'ai oublié un instant, avoua-t-il. Vous me l'avez rappelé, pas par votre apparence, mais par votre façon de voir le monde. Avec espoir, avec foi. J'ai voulu, au moins pour une nuit, me sentir vivant. Mais c'était égoïste, cruel, et je devais disparaître. » Clara le regarda à travers ses larmes. « Vous vivez dans le passé ?» dit-elle doucement. « Vous vous punissez pour quelque chose que vous ne pouvez pas changer. »« Je n'ai pas le droit au bonheur, » répondit-il. « Si vous l'avez. » Elle fit un pas vers lui prit la main. Elle aurait voulu que vous viviez, que vous aimiez, que vous soyez heureux. Relisez sa lettre. Elle ne vous a pas blâmé. Elle vous a pardonné. Il regarda leurs doigts entrelacés. « Même si c'était vrai, murmura-t-il, je ne peux pas vous offrir ce que vous méritez. Je suis brisé, Clara. Mon cœur est enterré avec elle. Alors laissez-moi vous aider à le retrouver, » murmura-t-elle. Il ferma les yeux, et elle vit une larme rouler sur sa joue. « Vous ne comprenez pas à quel point c'est dangereux, » murmura-t-il. « La société ne nous acceptera jamais. On me considère comme un meurtrier. Si nous, cela m'est égal. » Clara serra sa main plus fort. « Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Je n'ai pas peur. Mais moi j'ai peur. » Il ouvrit les yeux, et il y avait une telle douleur en eux que son cœur se déchira. « J'ai peur de perdre à nouveau. J'ai peur que mes ténèbres n'engloutissent votre lumière. » À ce moment, Alice sauta quelque part près des étagères. Un avertissement. Quelqu'un entrait dans la bibliothèque. Le comte s'écarta, s'essuya rapidement le visage. « Vous devez partir, » dit-il. « Je reviendrai » dit fermement Clara. « Vous ne vous débarrasserez pas de moi si facilement. » Il eut un sourire triste. « Vous êtes têtu. Quand il s'agit de ce qui m'est cher, oui. » Elle se retourna et se dirigea rapidement vers la sortie. Alice l'attendait déjà près de la porte. Elles sortirent dans la rue, montèrent dans la voiture. Sur le chemin du retour, Clara regardait par la fenêtre, mais ne voyait rien. Ses paroles résonnaient dans sa tête, son visage tordu de douleur se tenait devant ses yeux. Elle comprenait maintenant. Elle comprenait son secret, sa peur, son autoflagellation. Il se punissait pour la mort de la jeune fille qu'il avait aimée. Il s'était enfermé dans une cage de culpabilité et de devoir, et il ne voulait pas la laisser sortir, parce que cette douleur était tout ce qui lui restait d'Isabella. Mais Clara n'allait pas abandonner.
Elle le sortirait de ces ténèbres, même s'il fallait le traîner par la main, même s'il résistait. Parce qu'elle avait compris autre chose. Elle l'aimait, désespérément, éperdument, contre toute raison. Et cet amour valait la peine qu'on se batte pour lui, même si le monde entier était contre. Clara ne s'attendait pas à ce que sa détermination soit mise à l'épreuve si rapidement. Le lendemain de leur rencontre à la bibliothèque, une invitation pour une soirée chez la marquise d'Ashbourne arriva chez eux. Une petite réunion. Pas un bal, mais plutôt une soirée musicale suivie d'un dîner. Pour un cercle restreint, sa mère était ravie. La marquise est si sélective dans ses invités, dit-elle en examinant l'invitation ornée d'un sceau armorié. C'est un grand honneur. Tu dois être impeccable, Clara. On dit que les personnes les plus influentes de la saison y seront. Clara hochait la tête, écoutant d'une oreille distraite. Elle savait que le comte recevrait également une invitation. La marquise d'Ashbourne était réputée pour réunir chez elle toute la fleur de la société. Et un nouveau comte au passé mystérieux figurait sans aucun doute sur la liste des personnalités intéressantes. Le soir de la réception arriva plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Alice l'aida à Sam à s'habiller d'une robe de velours vert émeraude profond, une couleur audacieuse, presque provocante pour une jeune fille et non mariée, mais qui se liait incroyablement bien à ses cheveux blonds et à ses yeux bleus. Le corsage était ajusté, souligné sous la poitrine par un galon doré. Les manches étaient longues et détroites, avec de petits boutons en or. La jupe tombait en plis souples, l'ourlet orné d'une délicate broderie de fil d'or. À son cou, une fine chaîne en or avec une petite émeraude, des boucles d'oreilles assorties. Ses cheveux étaient coiffés à la grecque, en un chignon haut, avec des mèches bouclées encadrant son visage et un bandeau doré retenant la coiffure. « Vous êtes particulièrement belle ce soir, mademoiselle », murmura Alice qui, avec admiration, en reculant pour apprécier le résultat. Clara regarda son reflet et vit une jeune femme prête pour la bataille. Car la soirée de ce soir était précisément cela. Une bataille pour le droit d'être aux côtés de l'homme qu'elle avait choisi. Le manoir de la marquise d'Ashbourne sur Park Lane était l'incarnation du luxe aristocratique. Pierre blanche, hautes fenêtres à vitraux, un large escalier recouvert d'un tapis rouge. À l'intérieur, marbre, cristal, tableaux de maîtres anciens au mur, miroirs au cadre doré, statues dans des niches. Tout respirait la vieille fortune et un goût impeccable. Il y avait une quarantaine d'invités, assez pour créer une atmosphère mondaine, mais pas trop pour se perdre dans la foule. Le salon de musique était aménagé avec un soin particulier. Des rangées de chaises tapissées de soie bleue étaient disposées en demi-cercle devant un piano à queue. Près des fenêtres, des tables avec des rafraîchissements et des amuse-gueules raffinées. De lourds rideaux de velours bleu à franges dorées étaient tirés, offrant une vue sur le jardin où des lanternes éclairaient les allées et une fontaine. Clara entra avec ses parents. Son cœur battait la chamade. Elle balaya la salle du regard, le cherchant. Mais le comte n'était pas encore là. Lady Chelsea, vicomte. La marquise d'Ashbourne glissa vers eux. Une femme âgée en satin lilas, avec une tiare d'améthyste dans ses cheveux gris. Elle se tenait avec la majesté d'une reine. Kakaki. Quel plaisir que vous ayez pu venir, et voici votre charmante fille. Oui, votre seigneurie. Sa mère poussa Clara en avant. Lady Clara. La marquise la jaugea d'un regard appréciateur. Une beauté, constata-t-elle. Et cette couleur vous va à ravir, ma chère. Audacieux, mais avec goût. Elle se tourna vers sa mère. J'ai entendu dire que le comte de Rotesden lui avait manifesté de l'intérêt. La mère de Clara rayonna. Il a eu l'amabilité de l'inviter à danser. La marquise plissa les yeux. Intéressant, le comte est si mystérieux. Personne ne sait vraiment ce qu'il a en tête. Mais il sera là ce soir. Je vous ai placé, ma chère. Elle fit un signe de tête à Clara, à côté de lui, pour le dîner. Nous verrons bien ce qu'il en adviendra. Clara en eut le souffle coupé.
s'asseoir à côté de lui toute la soirée. C'était à la fois un bonheur et un supplice. « Votre seigneurie est trop bonne, marmonna-t-elle. « Je ne suis jamais bonne sans raison, mon enfant, sourit la marquise. J'aime simplement observer les gens. Et vous deux, vous formez un couple intrigant. » Avant que Clara n'ait pu répondre, il y eut du mouvement à l'entrée. Le majordome annonça « Le comte de Rottesden ». Toutes les têtes se tournèrent. Il entra, grand, distingué, dans un frac noir impeccable, avec des broderies d'argent sur les revers. Chemise blanche, cravate noire, avec une épingle en onyx, gilet sombre. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé la main. Son visage était calme, mais ses yeux, ces mêmes yeux sombres et pleins de secrets, balayèrent la salle et s'arrêtèrent sur Clara. Pendant une seconde, le monde entier se figea. Elle vit quelque chose passer dans son regard, de la surprise, du désir, de la douleur. Puis il se reprit, détourna les yeux et se dirigea vers la marquise. « Votre seigneurie, » dit-il en s'inclinant sur sa main. « Je vous remercie de votre invitation. »« Comte, vous êtes en retard, » le réprimanda la marquise, mais sa voix trahissait sa satisfaction. « Le concert va bientôt commencer, et je vous prie de m'excuser. Des affaires m'ont retenu. »« Bien sûr, bien sûr !» Elle le prit par le bras. « Permettez-moi de vous présenter. »« Oh, mais vous connaissez déjà le vicomte Chelsea et sa famille, n'est-ce pas ?» Le comte se tourna vers eux, il s'inclina. « Vicomte, Lady Chelsea. » Son regard glissa sur Clara. Lady Clara. « Comte » fit-elle une révérence, s'efforçant de ne pas laisser sa voix trembler. « Une robe magnifique, dit-il d'un ton neutre. La couleur vous va très bien. »« Merci, » parvint-elle à articuler. La marquise eut un petit rire satisfait. « Eh bien, passez au salon. Mademoiselle Dubois va interpréter du Mozart. On dit qu'elle joue divinement. » Les invités prirent place sur les chaises. Clara s'assit entre sa mère et une dame âgée coiffée d'un chapeau à plumes. Le comte prit place dans une autre rangée, en diagonale par rapport à elle. Elle sentait son regard, bien qu'elle ne se retournât pas. Mademoiselle Dubois, une Française miniature aux cheveux sombres, s'assit au piano. Ses doigts effleurèrent les touches et la musique s'éleva, douce, mélancolique, d'une beauté poignante. Clara écoutait, mais n'entendait pas. Toutes ses pensées étaient pour lui. Sur le fait qu'il était assis à quelques mètres d'elle, si proche et si inaccessible. Sur le fait qu'ils seraient bientôt assis côte à côte au dîner et qu'elle ne savait pas comment elle supporterait cette épreuve. Le concert dura environ 1 heure. Mozart fut suivi de Beethoven, puis de quelque chose de français et de léger. Les invités applaudirent, mais mademoiselle s'inclina, sourit. Enfin, la marquise annonça que le dîner était servi. Les invités les furent conduits à la salle à manger, une immense pièce avec une longue table recouverte d'une nappe d'un blanc immaculé. Verres en cristal, couverts en argent, assiettes en porcelaine à bordure dorée. Des candélabres avec de hautes bougies, des bouquets de roses pétales blanches au centre, des tableaux au mur, des natures mortes, des scènes de chasse. Clara trouva sa place grâce à un carton. À sa droite, une place vide avec un carton « Quote ». À sa gauche, Lord Bentley, un gentleman âgé, grand amateur de chevaux. Elle s'assit, lissant sa jupe. Son cœur battait si fort qu'elle craignit que tout le monde l'entende. Les invités prenaient place. La conversation bourdonnait comme un essaim d'abeilles. Des rires, le tintement des verres, le bruissement des robes. Et le voilà qui s'approchait. Il s'arrêta près de sa chaise, la regarda. « Lady Clara, » dit-il. « Semble que j'ai l'honneur d'être votre voisin pour le dîner. »« Il semble bien, » répondit-elle en s'efforçant de paraître indifférente. Il s'assit. Les serviteurs commencèrent à servir le premier plat, une soupe d'huîtres dans de fines tasses en porcelaine. L'arôme des épices, de la crème et de la mer emplit l'air. Ils mangèrent un moment en silence. Clara sentait la chaleur de son corps à côté d'elle, entendait sa respiration
voyait du coin de l'œil le mouvement de sa main portant la cuillère à sa bouche. « Aimez-vous Mozart » demanda-t-il enfin, sans la regarder. « Oui, » répondit-elle, bien qu'aujourd'hui, je n'ai pas pu me concentrer sur la musique. « Pourquoi » Une lueur de curiosité perça dans sa voix. Elle se tourna vers lui, croisa son regard. « Vous savez pourquoi » Il se figea, puis posa lentement sa cuillère. « Clara » commença-t-il doucement. « Et ne recommencez pas » coupa-t-elle en chuchotant. « Ne me dites pas encore que c'est impossible. Je suis fatiguée de l'entendre. Mais c'est la vérité. Non. » Elle serra sa serviette dans son poing. « La vérité, c'est que vous avez peur. Peur de vivre à nouveau, de ressentir à nouveau. » Il la regarda longuement. « Et si je n'y arrive pas » murmura-t-il si bas qu'elle l'entendit à peine. « Et si mon cœur est trop brisé pour aimer à nouveau ?»« Alors j'aimerais pour deux, » répondit-elle simplement. Il tressaillit comme si elle l'avait frappé. Quelque chose passa dans ses yeux, un choc, de l'espoir, de la peur. « Vous ne savez pas ce que vous dites, » murmura-t-il d'une voix rauque. « Si, je le sais. » Elle posa sa main sur la table, tout près de la sienne, si près que leurs petits doigts, se frôlaient presque. « Je vous aime. Depuis cette nuit au bal masqué. Peut-être même avant, dès le premier regard. Je ne sais pas. Mais je sais que je ne peux pas m'arrêter. Même si vous me repoussez, même si le monde entier est kématé contre nous. » Sa respiration s'accéléra. Elle voyait sa poitrine se soulever sous sa chemise d'un blanc immaculé. « C'est de la folie, » murmura-t-il. « Peut-être. » Elle sentit son petit doigt effleurer légèrement le sien. Le contact fut fugace, presque imperceptible. Mais il la brûla comme un feu. Mais c'est ma folie, et je n'y renoncerai pas. Les serviteurs apportèrent le deuxième plat, du canard rôti à la sauce à l'orange, des pommes de terre aux herbes, des asperges au beurre. Clara retira sa main, et le contact fut rompu. Mais quelque chose avait changé. Elle le voyait sur son visage, dans sa façon de la regarder. « Vous jouez avec le feu, » dit-il en coupant son canard. « Je sais. La société vous mettra en pissé si elle l'apprend. Qu'importe. Vos parents seront furieux. Ils s'en remettront. » Il eut un petit rire en secouant la tête. « Vous êtes impossible, et vous êtes têtu, » répliqua-t-elle. Ils terminèrent le deuxième plat. La conversation entre eux devint plus légère, plus naturelle. Ils parlèrent de musique, de livres, de la différence entre Londres et son domaine du Northumberland. Il lui décrivit la côte sauvage, les falaises, le vent qui hurle la nuit, les étoiles si brillantes qu'on croit pouvoir les toucher. Elle lui raconta son enfance à la campagne, comment elle aimait monter à cheval dans les prés, jusqu'à ce que sa gouvernante ait des palpitations. Lord Bentley, à sa gauche, se joignit à la conversation, et Clara soutint poliment la discussion sur les courses de chevaux, bien qu'elle n'y connût rien. À sa droite, le comte échangeait quelques mots avec sa voisine sur le temps et la politique. Mais chaque fois que leurs regards se croisaient, une étincelle jaillissait entre eux, une compréhension, une connexion qu'il était impossible de nier. Le dessert fut servi, une mousse au citron avec des baies, des truffes au chocolat, des biscuits aux amandes. Clara mangeait machinalement, sans sentir le goût. Sous la table, sa jambe toucha accidentellement la sienne, et elle le sentit se raidir. Il ne s'écarta pas, mais ne fit aucun mouvement pour se rapprocher. Quand le dîner fut terminé, la marquise proposa aux dames de se retirer au salon, pendant que les hommes en restaient pour le porto et les cigares. Clara se leva à contre-cœur, jetant un dernier regard au comte. Il la regardait avec une expression qu'elle ne put déchiffrer. Au salon, les dames s'installèrent sur les canapés et les fauteuils. Les serviteurs apportèrent du thé et du café. La conversation porta sur la mode, les nouveaux tissus, les derniers ragots. « Lady Clara », lui adressa la marquise, « vous avez eu une charmante conversation avec le comte. Il semble fasciné par vous. » Toutes se tournèrent vers Clara,
avec curiosité. Elle sentit ses joues s'empourprer. « Le comte a été très aimable, » répondit-elle prudemment. « Aimable ?» La marquise eut un petit rire. « Ma chère, j'ai vu comment il vous regardait. Ce n'était pas le regard de la simple politesse. » Sa mère sourit fièrement. Les autres dames se mirent à chuchoter. « Et on dit qu'il cherche une épouse, » dit la comtesse de Waverley. « Il lui faut un héritier. Le titre l'exige. » Mais il y avait des rumeurs. Commença une autre dame, mais la marquise la foudroya du regard. « Les rumeurs ne sont que des rumeurs. Le comte a été innocenté. La mort de son oncle a été reconnue comme un accident. Inutile de remuer le passé. Bien sûr, votre seigneurie, la femme se tue précipitamment. Mais Clara avait entendu, et elle avait compris. La société n'avait pas oublié, n'avait pas pardonné. Même s'il était officiellement blanchi, l'ombre du soupçon planait toujours sur lui. Et si elle liait son destin au sien, cette ombre tomberait aussi sur elle. Cela lui était égal. Une demi-heure plus tard, les hommes rejoignirent les dames. Le comte entra, balaya la pièce du regard, trouva Clara. Il s'approcha de la marquise, lui dit quelques mots sur la merveilleuse soirée et la nécessité de partir tôt. « Si tôt ?» La marquise parut déçue. « Mais la soirée ne fait que commencer. Malheureusement, des affaires requièrent mon attention, » répondit-il poliment. Et il fit le tour de la pièce, prenant congé des dames. Quand il arriva à Clara, il s'inclina. « Lady Clara, ce fut un plaisir de passer la soirée en votre compagnie. »« Le plaisir fut partagé, comte, » fit-elle une révérence. Il fixa son regard sur son visage une seconde de plus que ne l'exigeaient les convenances. Puis il se retourna et partit. Clara passa le reste de la soirée dans un brouillard. Elle parlait, souriait, buvait du thé, mais ses pensées étaient ailleurs. Elle pensait à lui, à ce qui s'était passé entre eux au dîner, à la façon dont il l'avait écouté, regardé, dont son doigt avait touché le sien. C'était une victoire. Petite, mais une victoire. Il commençait à céder, commençait à croire que, peut-être, ils avaient une chance. Quand ils partirent enfin, la nuit était profonde. Dans la voiture, sa mère ne pouvait s'arrêter de parler. « Clara, tu as été magnifique. Tout le monde disait que le comte était charmé par toi. La marquise l'a dit elle-même. S'il te fait une demande. »« Maman, s'il te plaît, » l'interrompit Clara avec lassitude. « Ne précipitons pas les choses. Mais ma chérie, c'est une telle chance, un comte, un titre, une fortune. Je sais. » Elle ferma les yeux, s'adossant au dossier du siège. « Je sais. » De retour chez elle, elle monta dans sa chambre, se déshabilla avec l'aide d'Alice et se coucha. Mais le sommeil ne venait pas. Elle regardait dans l'obscurité, et son visage se dessinait devant ses yeux. « Je vous aime », lui avait-elle dit ce soir. Et elle n'avait pas menti. C'était de la folie, une sottise, un risque. Mais c'était la vérité, la chose la plus sincère qu'elle s'ait jamais dite. Et il l'avait entendue, elle l'avait vue dans ses yeux. Il l'avait entendue et ne l'avait pas repoussée. C'était un début, un petit infragile germe d'espoir. Elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite. Ne savait pas si elle aurait la force de percer son armure de culpabilité et de douleur. Mais elle essaierait, encore et encore, parce qu'il en valait la peine, parce que l'amour, le véritable amour, valait tous les risques. Au loin, 3 heures. 3 heures sonnèrent. Londres dormait. Mais Clara était allongée, les yeux ouverts, la main pressée sur un cœur qui ne lui appartenait plus. Et elle priait pour qu'il trouve en lui la force d'accepter son amour, avant qu'il ne soit trop tard, avant que la société, les circonstances ou ses propres démons ne détruisent ce qui commençait à peine à naître entre eux. Le lendemain matin, lorsque Clara descendit pour le petit déjeuner, une surprise l'attendait. Sur un plateau d'argent dans le vestibule se trouvait une lettre, qui lui était adressée, sans adresse de retour.
scellé d'un cachet de cire noire, portant un sceau qu'elle reconnut. Les armoiries des Rotsden. Son cœur se mit à battre la chamade. Elle saisit la lettre, la cacha dans la poche de sa robe et se hâta de remonter dans sa chambre, sans attendre le petit déjeuner. Après avoir fermé la porte, elle ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, une seule feuille de papier, couverte d'une écriture ample mais nette. « Clara, la nuit dernière, vous m'avez dit que vous m'aimiez. Je ne sais pas si je mérite ces mots, mais ils m'ont touché plus profondément que je ne saurais l'exprimer. J'ai longuement réfléchi après notre rencontre, et j'en suis venu à la conclusion que je ne peux plus continuer à fuir ce que je ressens. Vous avez raison, je me cache derrière la culpabilité et le devoir. Mais peut-être est-il temps d'arrêter de se cacher. Demain après-midi, je serai à Hyde Park, près du vieux chêne au bord de la Serpentine, celui où nous nous sommes rencontrés la dernière fois. Si vous venez, je comprendrai que vous voulez toujours essayer. Sinon, je ne vous importunerai plus. Le choix vous appartient. D. Clara lut la lettre 3 fois. Puis elle la serra contre sa poitrine, sentant des larmes de joie brouiller sa vue. Il avait cédé. Enfin, il avait ouvert la porte. Juste un peu, mais c'était suffisant. Demain, Hyde Park, elle y serait. Même si le ciel devait s'effondrer, elle y serait, parce que c'était leur chance. Peut-être la seule, et elle ne la laisserait passer pour rien au monde. Clara ne dormit presque pas cette nuit-là. La lettre reposait sous son oreiller, et elle la sortait de temps en temps pour la relire, à la lueur d'une bougie, comme si elle craignait que les mots ne disparaissent au matin. Chaque ligne, chaque lettre lui semblait précieuse. C'était le premier aveu, le premier pas vers elle qu'il faisait de lui-même. La matinée fut changeante. Le ciel se couvrit de nuages gris. Le vent courbait les branches des arbres derrière la fenêtre. Mais vers midi, les nuages se dispersèrent et un timide soleil apparut. Clara y vit un signe. Elle choisit une robe de mousseline jaune pâle, brodée de petites marguerites sur le bord de l'ourlet. Le corsage était ajusté, les manches longues et étroites, avec des volants aux poignets. Par-dessus, elle enfila une légère pèlerine en taffetas crème, un élégant manteau jusqu'aux genoux, avec un col haut et des fermoirs en nacre. Sur la tête, un chapeau de paille à large bord, orné de rubans jaunes et de primes verts artificiels. Ses cheveux étaient tressés en une couronne autour de sa tête, avec quelques mèches folles s'échappant sur ses tempes. « Vous allez vous promener, mademoiselle ?» demanda Alice en l'aidant à mettre ses gants. « Oui, à Hyde Park. » Clara s'efforça de garder une voix calme. « Le temps s'est amélioré. Dois-je vous accompagner ?» Bien sûr. Clara ne pouvait pas se montrer seule au parc, ce serait un scandale. Mais Alice était discrète et savait quand se tenir à distance. En bas, sa mère l'attendait, parcourant le courrier du matin dans le salon. « Clara, tu sors ?» Elle leva les yeux de sa lettre. « Juste pour une promenade, il fait si beau. » Sa mère fronça les sourcils. Seule, avec Alice. Sa mère marqua une pause, puis posa les lettres. « Tu sais, ma chérie, j'ai reçu un mot curieux de Lady Beverley aujourd'hui. Elle écrit qu'elle t'a vu la semaine dernière entrer dans une sorte de bibliothèque à Bloomsbury. Est-ce vrai ?» Le cœur de Clara se serra, mais elle s'efforça de rester impassible. « Oui, dit. Oh, j'avais besoin d'un livre. »« Quel livre ? Sur l'histoire de la Rome antique, pour ma culture personnelle. » Sa mère plissa les yeux. « Clara, tu me caches quelque chose. Je le vois dans tes yeux. Ces derniers jours, tu te comportes étrangement. Distraite, pensive. Est-ce à cause du comte de Rotterdam ?» Clara se figea. Mentir ou dire la vérité? Mais avant qu'elle n'ait pu se décider, sa mère continua. « Je ne suis pas aveugle, mon enfant. J'ai vu comment vous vous regardiez chez la marquise. J'ai vu comment il ne t'a pas quitté des yeux de tout le dîner. Et
Elle marqua une pause. Je ne sais pas si je dois m'en réjouir ou m'en inquiéter. Pourquoi vous inquiéter? Demanda doucement Clara. Parce qu'il est mystérieux. Son passé est trouble. Des rumeurs courent. Et je ne veux pas que tu souffres. Clara s'approcha, s'assit à côté de sa mère, lui prit la main. Maman, je sais que vous et papa voulez ce qu'il y a de mieux pour moi, que je fasse un bon mariage, que je sois heureuse, à l'abri du besoin. Mais peut-on être heureuse sans amour? Sa mère soupira, serrant ses doigts. L'amour, murmura-t-elle, est une chose dangereuse, Clara. Il rend aveugle. Il fait faire des sottises. J'ai épousé ton père par calcul, mais avec le temps, je l'ai aimé. C'est possible, tu comprends? L'amour peut venir après. Et s'il est déjà là? Clara regarda sa mère dans les yeux. Et si j'aime déjà, que se passe-t-il alors? Sa mère la regarda longuement, et son regard était empreint de tristesse. Alors je ne pourrai pas t'arrêter, dit-elle enfin. Mais promets-moi d'être prudente, de protéger ton cœur et ta réputation. Je te le promets, murmura Clara en embrassant sa mère sur la joue. En sortant de la maison, elle monta dans la voiture avec Alice. Le trajet jusqu'à Hyde Park dura 15 minutes. À cette heure, Londres était pleine de vie. Des carrosses, des cavaliers, des marchands haranguant les clients, des enfants courant dans les rues. La ville sentait la fumée des cheminées, le crottin de cheval, le pain frais des boulangeries et le printemps qui perçait à travers la pierre et la suie. Elles entrèrent dans le parc par les grilles principales. Il était environ 3 heures, de l'après-midi. L'heure de la promenade, où la haute société sortait pour se montrer et voir les autres. Les allées étaient remplies de dames en belles robes, de gentlemen en haut de forme, de nourrices avec des enfants, de couples d'amoureux se tenant discrètement la main. Clara marchait sur le chemin menant au lac Serpentine, son cœur battant de plus en plus fort à chaque pas. Alice suivait à une distance respectueuse, feignant d'admirer les fleurs. Et soudain, elle vit le vieux chêne, un arbre majestueux à la couronne étendue, planté au bord de l'Ouïe. Sous lui, adossé au tronc, il se tenait. Dominique était habillé simplement, une redingote bleu foncé, un pantalon gris clair, une chemise blanche sans fioriture, une cravate noire. Il tenait son haut de forme à la main. Ses cheveux étaient ébouriffés par le vent. Il regardait l'eau où les cygnes glissaient dans leur danse éternelle. Clara s'arrêta à quelques pas. Il sentit sa présence, se retourna. Il y avait un tel soulagement sur son visage qu'elle en eut le souffle coupé. « Vous êtes venu, » dit-il, et sa voix était rauque comme s'il n'avait pas été certain qu'elle viendrait. « Bien sûr que je suis venu, » répondit-elle simplement. Il fit un pas vers elle, s'arrêta. Il n'y avait que quelques pieds entre eux, mais la distance semblait immense, un gouffre à franchir. « Et je n'ai pas dormi de la nuit, » avoua-t-il. Je réfléchissais à ce qu'il fallait écrire. Comment dire ce que je ressens? Les mots semblaient faux, insuffisants. « Et que ressentez-vous » demanda doucement Clara en faisant un pas en avant. Il la regarda, et il y avait tant d'émotion dans ses yeux qu'elle pouvait à peine respirer. « De la peur, » murmura-t-il. « J'ai peur de détruire votre vie, que mon passé, mes démons vous engloutissent, que vous le regrettiez. »« Et » l'encouragea-t-elle. « Et » de l'espoir, souffla-t-il. Un espoir fou, désespéré, que peut-être je ne suis pas condamné à vivre dans les ténèbres. Que vous êtes ma chance de revoir la lumière. Clara fit un autre pas. Il n'y avait plus qu'un mètre entre eux. Dominique, prononça-t-elle son nom, et il sonna comme un serment. Je ne suis pas une poupée de porcelaine qui se brisera au premier choc. Je suis plus forte que je n'en ai l'air. Et si vous m'acceptez, j'entrerai dans vos ténèbres, et j'allumerai toutes les bougies que je pourrai trouver. Ensemble. Nous le ferons ensemble. Il ferma les yeux, et elle vit une larme rouler sur sa joue. Je ne vous mérite pas, murmura-t-il. Ce n'est pas à vous de décider, objecta-t-elle, et, s'avançant, elle lui prit les mains. Ses doigts se refermèrent sur ses paumes, chauds, fermes,
désespéré. Il ouvrit les yeux et la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. « Clara, commença-t-il, mais elle posa un doigt sur ses lèvres. « Plus de mots, murmura-t-elle. Dites simplement que vous voulez essayer, que vous nous donnerez une chance. » Il retourna sa main, lui baisa la paume, lentement, tendrement, comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. « Je le veux, murmura-t-il contre sa peau. Mon Dieu, comme je le veux. Et à cet instant, le monde autour d'eux sembla exploser. « Clara !» Une voix sèche les fit sursauter et s'écarter l'un de l'autre. Clara se retourna et se sentit glacée. Sur le chemin, sa mère se hâtait vers eux, accompagnée de Lady Beverly et de 2 autres dames de leur cercle. Leurs visages étaient indignés. Leurs yeux brûlaient d'une juste colère. Que se passe-t-il ici? Sa mère vola vers eux à bout de souffle. « Clara, que fais-tu? Maman, je... » Elle lui tient la main en public. Lady Beverly joignit les mains. « Lady Chelsea, votre fille? Je vois ce que fait ma fille. » Coupa sa mère en saisissant le coude de Clara. « Comte de Rottesden, j'exige des explications. » Dominique se redressa. Son visage devint dur, impénétrable. Clara le vit se refermer, retourner dans son armure. « Lady Chelsea, » commença-t-il d'une voix neutre. « Je vous demande pardon si... » « Non, » le coupa Clara. Tous la dévisagèrent, non. « Non ?» répéta sa mère. « Non » répéta Clara plus fort, se libérant de son emprise et faisant un pas vers Dominique. Assez d'excuses, assez de se cacher. « Clara, que... Je l'aime, maman, » dit-elle, et sa voix était claire, ferme. « J'aime le comte de Rottesden, et peu m'importe ce que dira la société. Peu m'importent les ragots qui circuleront. Je le choisis. » Une foule de curieux s'était rassemblée autour d'eux. Les promeneurs s'arrêtaient, écoutaient. Clara reconnaissait des visages familiers. Lady Mortimer, Sir Benjamin, la comtesse de Waverley. Tous regardaient, échangeaient des regards, chuchotaient. Le scandale avait éclaté, ici et maintenant, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. « Clara, tu ne te rends pas compte de ce que tu fais. » Sa mère devint blême. « Ta réputation !»« Au diable la réputation !» s'écria Clara, et plusieurs dames poussèrent dans des cris de choc. « Toute ma vie, j'ai été convenable, obéissante. J'ai fait ce qu'on attendait de moi. Mais maintenant, je fais ce que je veux, moi. Et je le veux, lui. » Elle se tourna vers Dominique. Il la regardait avec stupeur, avec vénération, avec peur. « Clara, non, » murmura-t-il. « Ils vous mettront en pièces. Je ne vaux pas que... » « Vous valez tout, » coupa-t-elle en s'approchant tout contre lui. « Et s'il vous manque le courage de l'admettre, je l'admettrai pour nous deux. » Elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa, là, devant tout le monde. Ces mots ses lèvres touchèrent Nicole et sienne. Et le monde s'arrêta. Une seconde, il resta immobile, stupéfait. Puis ses bras s'enroulèrent autour de sa taille et il répondit à son baiser, désespérément, passionnément, comme si elle était l'air sans lequel il ne pouvait respirer. Autour d'eux, un murmure explosa, des cris, des voix indignées. Mais Clara n'entendait rien. Il n'y avait que ses lèvres, ses bras, son souffle mêlé au sien. Quand ils se séparèrent enfin, la foule bourdonnait comme une ruche dérangée. Sa mère se tenait là, la main sur la bouche, pâle comme un linge. Lady Beverly s'éventait, comme si elle allait s'évanouir. Dominique regardait Clara avec une expression mêlée d'étonnement, d'admiration, d'amour. « Vous êtes folle, » murmura-t-il. « Je sais, » sourit-elle à travers ses larmes. « Mais vous valez cette folie. » Il se tourna vers la foule, se redressa, bomba le torse. Sa voix résonna forte et claire. « Mesdames et messieurs,
Je veux que tout le monde sache. » Il prit la main de Clara, la leva. « J'aime cette femme. J'ai l'intention de demander sa main. Et si sa famille y consent, je me considérerai comme l'homme le plus heureux du monde. » Le brouhaha s'intensifia, mais Dominique n'y prêta pas attention. Il s'agenouilla sur l'herbe, tenant toujours sa main. « Lady Clara Chelsea, » dit-il, et sa voix tremblait. « Vous avez bouleversé ma vie. Vous m'avez sorti des ténèbres. Vous m'avez réappris à ressentir, à espérer, à aimer. Je sais que je ne suis pas digne de vous. Je sais que mon passé jettera une ombre sur votre avenir. Mais si vous me donnez une chance, je passerai le reste de ma vie à essayer de devenir l'homme que vous méritez. » Et il sortit une petite boîte de sa poche, l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une bague, une fine bague en or avec un saphir entouré de petits diamants. « Épousez-moi, s'il vous plaît. » Clara le regardait à travers ses larmes. Autour d'eux, c'était le chaos. Des voix indignées, des chuchotements, des exclamations. Mais elle ne voyait que lui. L'homme qui avait enfin trouvé le courage de sortir de l'ombre. L'homme qui avait choisi l'amour, plutôt que la peur. « Oui, » murmura-t-elle, puis plus fort. « Oui, oui, je vous épouserai. » Il se releva, lui passa la bague au Diaudouit. Elle lui allait parfaitement, comme si elle avait été faite pour elle. Puis il l'embrassa de nouveau sans se soucier de la foule, des cris indignés du monde entier. « C'est un scandale !» criait Lady Beverley. « Une honte! Sa réputation est ruinée !» se lamentait une autre dame. Mais il y avait d'autres voix. De jeunes filles applaudissaient, échangeant des commentaires enthousiastes. Quelqu'un dit « Cotte Truya ». Quelques hommes se souriaient en se regardant. Sa mère se tenait immobile. Clara s'approcha d'elle, tenant toujours la main de Dominique. « Maman, » dit-elle doucement, « pardonne-moi, mais c'est ma vie, mon choix. » Sa mère la regarda longuement, puis elle regarda Dominique qui soutint son regard sans ciller. « Aimez-vous ma fille ?» lui demanda-t-elle sèchement. « Plus que ma vie, » répondit-il sans hésitation. « Et prendrez-vous soin d'elle? La protégerez-vous? Même des médisances qui s'abattront sur vous deux? Je mourrai plutôt que de laisser quiconque lui faire du mal. » Sa voix était dure comme l'acier. Sa mère soupira. Elle ferma les yeux un instant, puis les rouvrit. Alors, elle tendit la main, toucha la joue de Clara. « Sois heureuse, mon enfant. Dieu sait que c'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi. » Clara se jeta dans ses bras, l'étreignit. Sa mère la serra fort, lui murmurant à l'oreille. « Ton père va me tuer. Mais je lui dirai que tu as fait le bon choix. » L'amour, elle s'écarta, sourit à travers ses larmes. Après tout, est ce qui compte le plus. La foule commença à se disperser, bien que les chuchotements et les regards les suivirent encore longtemps. Dominique s'approcha de la mère de Clara, s'inclina. « Lady Chelsea, je vous remercie. Je vous promets que votre fille ne le regrettera jamais. »« J'en suis certaine, comte, » dit-elle en se redressant, adoptant une posture aristocratique. « Maintenant, il serait préférable que vous parliez à son père. Officiellement. Je le ferai dès ce soir. » Ils se dirigèrent lentement vers la sortie du parc. Alice apparut de derrière les arbres, un sourire radieux aux lèvres. Quelques passants leur firent un signe de tête, d'autres se détournèrent. Mais Clara marchait la tête haute, tenant la main de Dominique. Aux grilles du parc, il s'arrêta, se tourna vers elle. « Vous rendez-vous compte de ce que vous avez fait ?» demanda-t-il, mais une pointe de raillerie perçait dans sa voix. « On va parler de nous pendant toute la saison. »« Qu'ils parlent !» sourit-elle. « Ils auront de quoi faire. » Il se mit à rire. Pour la première fois, elle entendait son rire. Un rire vrai, libre, heureux. « Je vous aime, » dit-il simplement. Si fort que je ne trouve pas les mots. Alors pas besoin de mots. Elle se hissa sur la pointe des pieds, l'embrassa sur la joue. Soyez simplement là, c'est tout ce dont j'ai besoin. Ils restèrent ainsi, sans se soucier du temps, des gens, du monde entier. Deux personnes qui s'étaient trouvées contre vents et marées. Contre le passé, la douleur, la peur.
contre les règles qui avaient tenté de les séparer. Le bal masqué était terminé, les masques étaient tombés, et sous eux se trouvaient simplement deux personnes qui s'aimaient et qui avaient trouvé le courage de l'admettre. 3 mois plus tard, ils se marièrent dans une petite église du Northumberland. Il n'y eut pas de cérémonie fastueuse à Londres, comme sa mère l'avait autrefois planifié. Il n'y avait que les parents de Clara, quelques amis proches et le prêtre. Clara se tenait devant l'autel dans une simple robe de soie blanche, sans fioritures, mais magnifique dans sa simplicité. Ses cheveux étaient net lâchés, ornés de roses pointes fraîches. Pas de voile, pas de bijoux. Seulement l'alliance que Dominique lui passa au doigt en prononçant ses vœux. Par les fenêtres de l'église, j'en voyais l'océan. Gris, tumultueux, magnifique. Le vent hurlait, comme Dominique l'avait promis. Mais à l'intérieur, il faisait chaud, calme, lumineux. Quand ils sortirent de l'église, mari et femme, une fine pluie commença à tomber. Clara se mit à rire, tendant son visage aux gouttes. Mauvais présage, plaisanta Dominique. Ou bon présage, objecta-t-elle. La pluie lave le passé. Elle marque un nouveau départ. Il la serra dans ses bras, l'abritant sous son manteau, et ils coururent vers la voiture, en riant comme des enfants. Au domaine, un dîner modeste les attendait. La cheminée brûlait vivement. Des bougies éclairaient l'ancienne salle aux portraits d'ancêtres sur les murs. Dominique la fit visiter, lui montrant la demeure qui était désormais aussi la sienne. « C'est un endroit solitaire, avoua-t-il. Mais maintenant, avec vous, il deviendra un foyer, un vrai foyer. Nous le remplirons de vie, promit Clara, de lumière, de rire, d'amour. » Cette nuit-là, ils se tinrent à la fenêtre de leur chambre, regardant l'océan déchaîné. Les vagues se brisaient sur les rochers, l'écume jaillissait en gerbes blanches. Les étoiles se cachaient derrière les nuages, mais quelque part au loin, à l'horizon, le ciel s'éclaircissait. « Êtes-vous heureuse ?» demanda-t-il doucement en l'enlaçant par derrière. « Plus heureuse que je n'aurais jamais pu l'imaginer, » répondit-elle en s'adossant contre sa poitrine. « Même malgré le scandale, malgré le fait que la société londonienne nous ait tourné le dos ?» Elle se tourna vers lui prit le visage entre ses mains. « Dominique, j'ai choisi l'amour plutôt que la réputation, vous plutôt que l'approbation, et je ne l'ai jamais regretté, pas une seule fois. » Il l'embrassa, tendrement, profondément, infiniment. Et dans ce baiser, il y avait de la gratitude, une promesse, de l'espoir. « Je vous aimerai jusqu'à la fin de mes jours, » murmura-t-il. « Et moi aussi, » répondit-elle. « Toujours. » Dehors, la tempête s'apaisait peu à peu. Les nuages se dispersaient, et quelque part au loin, au-dessus de l'océan, la première étoile apparut. Un nouveau départ, une nouvelle vie, un nouvel amour, né des cendres d'une vieille douleur, et un cœur qui avait été brisé battait à nouveau, entier, plein, heureux, parce que le véritable amour ne détruit pas. Il guérit, il libère, il transforme les ténèbres en lumière. Et le comte de Rotheden, l'homme qui se croyait perdu à jamais, trouva son salut dans les bras d'une jeune femme qui n'avait pas eu peur d'entrer dans ces ténèbres avec une bougie à la main. Et Lady Clara, qui avait été convenable toute sa vie, devint enfin heureuse. Et c'était la seule règle qui comptait vraiment. L'épilogue pourrait raconter qu'1 an plus tard, ils eurent une fille, prénommée Isabella, en l'honneur du premier amour de Dominique, qui aurait béni leur union si elle l'avait pu. Que Londres, avec le temps, pardonna le scandale, comme il pardonne tout ce qui devient une vieille nouvelle. Que les parents de Clara acceptèrent leur gendre, et l'aimèrent en voyant le bonheur de leur fille. Que le domaine du Northumberland se remplit de rires d'enfants, de chaleur, de vie, mais c'est une autre histoire. Celle-ci, l'histoire d'un baiser masqué et d'un cœur qui a retrouvé son chemin, s'est terminée comme elle devait se terminer, heureusement.